La voix d'une fille, urgente et perçante. Yoshito, replie-toi. Ses adversaires sont bien au-dessus de ton niveau. La blonde le dit sans crier gare, prenant notre gars au dépourvu. Yuri la rejoint derrière elle en disant la même chose. C'est trop pour quelqu'un comme lui. L'équipe se jette dans le combat pendant que le protagoniste reste là, planté. Tout le monde pense vraiment qu'il n'est qu'un poids mort. Des hommes lézards approchent de toutes les directions. Les filles le couvrent, puis le grand gars avec le bouclier se fait toucher de plein fouet et est projeté en arrière. Mais il atterrit pile sur un piège qui brise le sol sous Yoshito. Il crie, mais sa voix s'estompe alors qu'il tombe. Puis soudain, il déplace son corps. Au lieu de tomber comme une poupée de chiffon, il prend le contrôle et plonge plus vite dans la chambre inférieure, où une nouvelle menace l'attend. Pas un seul homme lézard. Plusieurs commandants hommes lézards sortent de chaque couloir, l'encerclant. Ce ne sont pas les faibles de l'étage supérieur. Ce sont ceux qui donnaient du fil à retordre à ses coéquipiers. Les créatures l'observent comme une proie. Elles pensent que ce sera facile. Yoshito se relève lentement, saisit son épée. Son expression change. Ses yeux se plissent. Il dit aux créatures qu'elles vont regretter de l'avoir fait descendre ici. En un éclair, il fonce sur eux et leur dit de se préparer. Le donjon se transforme en un combat brutal. Les pauvres frères lézards perdent la tête, les corps tombent. Ceux qui essaient de fuir se font rattraper en une seconde. Il les déchiquette les uns après les autres. Une armée entière se dresse devant lui, mais il sait que les filles aux étages supérieurs sont en danger maintenant qu'ils n'est plus là. Il doit faire vite. Dernier coup. Le dernier homme lézard recule de peur. Yoshito s'approche de lui calmement. Je vais faire ça vite. Il l'achève. Il repère une porte, un chemin de retour vers le 4e étage. Il la traverse. Il revient au 4e étage, fatigué mais indemne. Yuri l'aperçoit et crie son nom, accourant pour vérifier chaque partie de son corps à la recherche de blessures. Elle est folle de soulagement. Elle est si heureuse qu'un faible comme lui ne soit pas mort seul là-dessous. Mana s'approche plus prudemment et demande sans détour. As-tu été attaqué par des monstres? Pause. Yoshito adresse un sourire calme. Nan. Il ne cesse rien passer. Le gars vient de laisser derrière lui une fosse remplie de commandants lézards massacrés, mais il le garde pour lui pour ne pas les inquiéter. Mana lui dit que Nojishi a paniqué, a cru Yoshito mort, et a couru vers la salle du boss avec son équipe. Yoshito n'est pas surpris. Il remercie les deux filles de s'être inquiétées pour lui. Elles se regardent, un peu surprises, et sourient. Maintenant, dépêchons-nous. Nous devons rattraper Nojishi. Mais sorti de nulle part, un homme lézard survivant, son épée levée, fonce droit sur Yuri par derrière. Les yeux de Yoshito s'écarquillent. Il hurle son nom. Yuri se retourne, confuse, juste au moment où la lame s'abat. Mana commence à réagir, mais Yoshito se propulse en avant si fort que le sol en pierre se fissure sous ses pieds. Il arrive le premier, bloque le coup, et repousse la créature d'une seule frappe. Elle est projetée au loin. Silence. Mana le fixe. Cette vitesse n'était pas normale. Yuri tremble encore. Elle le remercie à voix basse. Yoshito, embarrassé, peut à peine prononcer un mot. Mana trouve ce moment de gêne amusant, mais insiste ensuite. Comment as-tu réagi aussi vite? Il affiche un large sourire. J'imagine que tu as enfin remarqué que je ne suis pas totalement inutile. Puis son visage devient sérieux. À partir de maintenant, je ne suis plus un poids mort. Ils atteignent le 5e étage. La porte de la salle du boss intermédiaire se dresse juste devant eux. Mana explique. 10 étages au total. Cette salle est le point médian. Elle et Yuri l'ont trouvée en premier, mais l'équipe de Nojishi l'a leur a prise. Yoshito entre. Des flammes rouges et un type qui vole dans les airs percutent le mur violemment. Un des coéquipiers de Nojishi s'effondre sous l'impact. Le seigneur ORC se tient au centre. Nojishi est toujours debout, arrogant mais sur le point de se faire démolir. Il dit à Yoshito de ne pas s'en mêler. Il active son Aegis Mimzi, l'équipement unique dont il n'arrête pas de parler. Censé bloquer n'importe quelle attaque. Il charge le seigneur ORC, place quelques coups, ça a l'air solide. Pendant une seconde, on dirait vraiment que ça marche. Nojishi sourit, demande à Yoshito s'il le regarde, et se vante de l'écart entre un vrai challenger et une poule mouillée. Le seigneur ORC s'effondre. Puis, derrière le boss vaincu, un coffre apparaît, brillant intensément. Les yeux de Nojishi s'écarquillent de cupidité, un objet rare, meilleur que tout ce qu'il a jamais trouvé. L'estomac de Yoshito se noue. Quelque chose ne va pas. Il crie, Nojishi. N'ouvre pas ça. Trop tard. Nojishi l'ouvre d'un coup sec. Rien à l'intérieur. Une lumière aveuglante explose et engloutit toute la pièce. Quand elle s'estompe, tout le monde se retrouve dans un endroit complètement différent. L'air semble plus lourd. Une immense salle du trône. Nojishi pense avoir déjà ressenti cette pression. Seulement au dernier étage d'une tour, une épaisse fumée roule sur le sol. Une main géante bouge dans l'obscurité. Des yeux furieux le dévisagent. L'ogre empereur se lève de son trône, le boss de toute la tour magique. Il charge. Un seul coup de poing détruit le sol en béton. L'onde de choc déséquilibre tout le monde. Nojishi fonce avec Aegis Mima et se fait balayer comme si de rien n'était. Son corps percute le sol. La compétence ne s'active pas car son corps est trop endommagé. Il est fichu. Ses coéquipiers crient son nom et courent vers lui. Yoshito leur hurle de rester en arrière. Il n'écoute pas. L'ogre les frappe aussi. Des épées heurtent le sol. Mana aperçoit un saut magique en formation. Aucune issue. Yuri murmure, effrayé.
Allons-nous mourir ici? L'ogre se tourne vers Yuri. Elle ferme les yeux. Éclat de lumière. Yoshito s'avance. Épée sortie. Il connaît les chiffres. Ses stats ne sont pas suffisantes pour vaincre un boss de tour en face à face, mais il a quelque chose que personne d'autre n'a. Il peut se permettre de perdre. Son plan, l'épuiser. Mourir autant de fois qu'il le faudra. Il charge, assène un coup sur la tête de l'ogre. Ses coéquipiers regardent, sous le choc. Il le combat seul. L'ogre riposte. Yoshito est projeté au loin. Il se demande s'il a déjà atteint sa limite. L'ogre le frappe à nouveau. Mana halète. Yoshito meurt. Ses amis le fixent. Mais alors, le panneau de debuff clignote. L'inversion de compétence s'active. Son agilité monte en flèche. Il est de retour. Plus rapide qu'avant. Ses amis sont perdus, ils parlent tous en même temps. Ils connaissent la résurrection infinie et sa pénalité brutale. Ils ne comprennent pas comment il peut encore se battre. Et devenir plus fort. Yoshito revient encore. Vérifie ses stats. Pas encore le bon. Il a besoin d'une amélioration spécifique. Il attend le coup de grâce. En fait, il le désire. Il meurt. Revient, regarde ses mains, différentes maintenant, la stat dont il avait besoin est enfin tombée. Avec l'agilité supplémentaire, un nouveau message apparaît. Relocalisation de réapparition débloquée. Il peut choisir où il apparaît dans un rayon de 3 mètres. Il sourit. Ça va être utile. Il choisit un point juste dans l'angle mort de l'ogre et y réapparaît. L'ogre ne le voit pas venir. Yoshito enfonce son épée par derrière. Mana, observant de l'autre côté de la pièce. Comment est-il arrivé là si vite? Il continue. Coup après coup. Il pense une seconde à Nojishi et aux autres. Aussi agaçant qu'il ait été, il ne leur a jamais souhaité de mal. Mais pour l'instant, son seul but est d'abattre cette chose. L'ogre se retourne, et pour la première fois, le combat est équilibré. Yoshito prépare une dernière grosse attaque. L'ogre ne peut pas suivre. La vitesse de Yoshito le dépasse maintenant. Le coup porte parfaitement. L'ogre empereur rugit et s'effondre. Fini. Yoshito expire, un équipement unique et une pierre magique apparaissent. Avant même qu'il ait le temps de réfléchir, Yuri se jette sur lui pour le serrer dans ses bras. Elle dit qu'elle est si heureuse qu'il ait réussi, mais Mana devient sérieuse. Elle le remercie, et dit que s'ils n'avaient pas gagné, elles seraient toutes les deux mortes. Mais sa façon de se battre est folle. Elle a dû le voir mourir encore et encore. C'était douloureux à voir. Yoshito s'adoucit, s'excuse de leur avoir fait voir tout ça, puis dit calmement mais sûr de lui. Mais peu importe combien de fois ça arrive, je reviendrai toujours. Même si mourir autant de fois est vraiment, vraiment douloureux. Le minuteur se déclenche. Boss vaincu, déplacement de tout le monde dans 10 secondes. La tour s'effondre. Yoshito regarde les challengers vaincus au sol, et dit qu'il n'oubliera jamais ceux qui l'ont traversé. La tour se disloque morceau par morceau et disparaît. Un bureau propre. Une femme. Rito Funune regarde un écran montrant le terrain vague où se trouvait la tour des Hermès. 3 filles déjà attentives. Allons-y. Alors comment ce type peut-il faire des donjons en solo si tout le monde pense qu'il est faible? Dans son ancienne vie, le gars était coincé à faire des petits boulots sans avenir après le lycée. Puis une tour est apparue, et il a pris la décision désespérée de devenir un challenger. Un marchand lui a vendu la compétence de résurrection infinie. Il a dépensé jusqu'à sa dernière pièce, puis s'est endetté par-dessus le marché. Il a fait tout ce qu'il fallait pour acheter cette compétence, mais il n'avait aucune idée de ce que ça lui coûterait. La pénalité était brutale. Ses stats baissaient à chaque fois qu'il mourait. Sa première mort lui a coûté 50 points de défense, et il a failli mourir pour de bon lors de la tentative suivante. Puis il en a perdu 70 de plus, puis 250 PV, puis de l'agilité, une compétence qui le détruisait lentement. Maintenant, considérant qu'il serait mort sans elle, ce n'était pas une perte totale. Mais s'il avait eu quelque chose de correct, il ne serait peut-être pas mort du tout. Puis est arrivée la pierre de compétence dorée à un étage qu'il n'avait jamais vu, un couloir de la mort conçu pour être impossible, mais il avait des vies à revendre. Il est mort des dizaines de fois juste pour attraper ce trésor, et puis il a obtenu l'inversion. Chaque négatif est devenu positif. Au moment où la compétence nulle est devenue la capacité la plus abusée qui soit, il devient plus fort à chaque fois qu'il meurt, aussi magiquement qu'elle est apparue. Yoshito semble ne toujours pas y croire. Il regarde sa propre main, réalisant que si cette tour imposante disparaît, il y a une raison. Il serre les poings alors qu'il commence à réaliser. C'est lui qui était responsable de la conquête de cette tour. Avec une lueur multicolore, la tour finit de s'évanouir dans le néant, tandis que Yoshito continue de fixer ce qu'il a fait. Avec un sourire subtil qu'il ne peut cacher, Yoshito essaie de retenir ses émotions, et parvient finalement à dissimuler l'excitation que cette scène lui a procurée. Yoshito entend le brouhaha autour de lui. Les rumeurs disent que le boss des Hermès a été vaincu. Quelqu'un a demandé si un autre challenger avait déjà dépassé le 5e étage. D'autres se demandaient si quelqu'un l'avait rushé, et avait ainsi anéanti le boss. Perdu dans ses pensées, il se répond silencieusement que celui qui a battu le boss, c'était lui, Takamichi Yoshito lui-même. Pourtant, il se sentirait mieux si ce n'était pas arrivé, car il n'a jamais voulu blesser quelqu'un sans raison. Mais il devait admettre que conquérir une tour pour la première fois était quelque chose d'incroyable. Il se dit qu'il vaut mieux faire profil bas et ne pas montrer sa fierté. Il sait que ce n'est pas une bonne idée de révéler ses exploits,
surtout quand il s'agit d'avoir vaincu le puissant Hermès. Il essaie donc de s'éclipser discrètement, mais avant de pouvoir s'esquiver, il entend des voix en arrière-plan. C'était Meuna et Yuri qui s'emballent en le voyant, voulant connaître chaque détail de la bataille épique, y compris les récompenses qu'il a obtenues pour sa victoire. Tout le monde autour de lui le dévisage, et il finit par se sentir mal à l'aise. Une fois de plus, les chuchotements commencent, mais maintenant il est le centre de l'attention. Un commentaire au hasard sur sa compétence de résurrection nulle attire l'attention. La personne qui parlait continue, disant que même avec cette compétence nulle, il a quand même réussi à battre Hermès. Peut-être que toute cette agitation a donné soif au héros. Il se faufile parmi les gens autour de lui. Il se tourne vers elles deux et dit qu'elles ont enfin réussi à s'échapper de tout ce chaos. Elles ont posé des questions sur chaque détail, sur les armes qu'il a utilisées, et les méthodes qu'il a employées pour remporter la victoire. Et au milieu de la pagaille, quelqu'un l'a même invité à rejoindre un petit groupe. Mana s'excuse de ne pas avoir été plus discrète, et Yoshito boit son soda. Yuri dit que s'il a vaincu Hermès, il devait accepter le fait qu'il finirait par être le centre d'eux. Yoshito semble avoir aimé entendre Yuri le décrire comme dominant. Yoshito se remet à penser à la récente bataille. Il se sent étrange de s'être jugé comme un mauvais challenger, pensant au sacrifice qu'il a fait pour acheter la pierre de résurrection infinie. Il en vient à la conclusion qu'il ne s'est pas trompé en choisissant cette compétence. Yuri profite du fait qu'il parle de sa compétence pour lui demander quelque chose. Elle veut savoir s'il n'y a pas de malus quand il perd la vie pendant un combat. Yoshito est un peu confus et a du mal à expliquer. Il cherche les meilleurs mots. C'est difficile pour lui de leur expliquer l'inversion. Son expression intimide Yuri, et elle se sent gênée, disant qu'elle ne voulait pas lui mettre la pression. En y réfléchissant, il se dit que le sujet est bien trop sérieux et important pour en parler comme ça. Mana l'interrompt dans ses pensées, suggérant de laisser cette explication pour une autre fois. Le fixant droit dans les yeux, Mana a aussi ses doutes. Elle veut savoir quelle était la récompense, comme quel genre d'équipement il a obtenu pour avoir vaincu Hermès. Le protagoniste jette la canette vide à la poubelle et lui dit d'attendre, réussissant à échapper à l'interrogatoire du duo. Yoshito est intrigué quand il réalise qu'il ne peut pas ouvrir de fenêtre. Mana explique qu'il n'y a aucun moyen d'ouvrir la fenêtre du panneau pour vérifier son statut. Ce ne serait possible que s'il était à l'intérieur de la tour, mais elle n'existe plus. Expliquant comme si elle parlait à un enfant, elle poursuit en disant qu'une fenêtre ne s'ouvre que lorsqu'un challenger est dans la tour. Il y a aussi les compétences de chacun, mais les pouvoirs des challengers sont limités à la tour et ne fonctionnent pas à l'extérieur. Exactement. Les challengers n'utilisent pas leurs compétences pour n'importe quoi, mais il y a une seule exception à cette règle. Le seul endroit où les challengers peuvent utiliser leurs pouvoirs en dehors des tours est sur le terrain où se trouvait une tour disparue. Yoshito remarque une vibration différente, comme une énergie inexplicable qui parcourt son corps. Puis il réalise que depuis le début, il se tenait exactement sur le terrain de la tour disparue d'Hermès. Regardant autour de lui, il sent qu'il ne s'habituera jamais à la sensation étrange et à l'énergie d'un endroit où se trouvait autrefois une tour. Sachant cela, Yoshito parvient à ouvrir la fenêtre pour accéder à son panneau, et elle s'ouvre, révélant enfin l'objet qu'il a obtenu pour sa victoire. L'image montre un magnifique falsimeno. Désireux de récupérer sa récompense, il tape sur l'image de l'épée qui apparaît à l'écran. Le panneau émet une immense lumière vive qui aveugle tout le monde pendant quelques instants. Frémissant d'excitation pour son nouveau prix, Yoshito sent la puissance du Fusimono alors qu'il commence à matérialiser son énergie dans ses mains. Yoshito tient fièrement pour la première fois sa nouvelle épée. D'un ton rouge vif comme on n'en a jamais vu, c'était définitivement une arme unique en son genre. Les filles parlent de la récompense. Yoshito regarde l'épée Falsimano qu'il a gagnée. Il fend l'air, testant sa légèreté et sa flexibilité, pensant déjà à sa prochaine mission dans la tour. Les deux filles le regardent parler. Mena a alors une idée brillante. Elle interpelle le garçon pour attirer son attention, puis suggère qu'ils forment une équipe ensemble la prochaine fois. Yuri s'enthousiasme et se met à crier qu'elle veut en faire partie aussi. Alors qu'elle sautille en demandant à se joindre à eux, les deux autres la regardent comme s'ils voyaient une gamine capricieuse. Se reprenant, la jeune femme demande s'il la laisserait participer. Yoshito sourit en voyant sa réaction, et confirme que bien sûr, elle le peut. Après tout, ils sont tous amis. Elles célèbrent toutes les deux pour avoir enfin réussi. Yoshito regarde Mena, sans comprendre. Elle se penche près de son visage et, excitée, demande quelle est la prochaine tour où il devrait aller, suggérant quelque chose d'une envergure similaire à Hermès. Avec un sourire sadique, elle fait une autre suggestion plus audacieuse, plus osée, une plus grande tour magique, puis il suggère de défier Zeus. Le jeune homme y réfléchit. Elles sont attentives à son raisonnement. Après avoir quitté Hermès, il y a un endroit où il veut aller tout de suite. Avec de grandes attentes, Yuri demande où, et à sa grande surprise, le jeune homme répond Tokyo. À l'agence de gestion des challengers. Les filles sont déçues. Mena veut savoir pourquoi ne pas aller dans une tour magique. Le garçon explique que l'agence achète les pierres magiques et d'autres objets à un prix bien plus élevé que les étals de la tour. Son plan est d'y aller pour échanger ces objets contre de l'argent, admettant qu'il doit le faire parce qu'il a acheté la résurrection infinie et s'est retrouvé complètement fauché. Mana et Yuri le regardent avec pitié. Le siège de l'agence gouvernementale qui soutient les aventuriers est un bâtiment qui domine la ville. Dans la salle de contrôle,
une multitude de panneaux affichent des mises à jour sur toutes les tours, et les armes, objets et pierres sont échangés à un prix juste. Il y a beaucoup de vols et d'exploitation aux étals de la tour, tandis que les transactions à l'agence sont plus fiables. Et comme le marché a été construit juste à côté du bâtiment, il n'y a pas non plus de restrictions sur les pouvoirs des challengers. Parmi les récompenses pour avoir terminé Hermès, il y a des armes uniques et beaucoup de pierres magiques. Yoshito regarde autour de lui et se dit qu'il va se faire beaucoup d'argent. L'employé l'accueille et lui demande s'il souhaite échanger ses objets. Il ouvre son panneau et clique sur les pierres, se demandant combien il en a, car il n'est toujours pas allé les compter. Soudain, une énorme montagne de pierres précieuses apparaît sur le comptoir, laissant l'employé stupéfaite. Comme si cela ne suffisait pas, une autre toute petite pierre lui tombe sur la tête. Même Yoshito n'en revient pas. Après le choc, l'employé poursuit la procédure d'échange. Les mains tremblantes, il pense que c'est la fin de ses dettes. Repartant avec une grosse somme, il se sent comme l'homme le plus riche du monde. Yoshito se dirige vers les filles et pense à la façon dont il va dépenser tout cet argent. Yuri dit qu'il ferait mieux de ne pas le dépenser n'importe comment. Mana l'intimide, lui disant qu'il a intérêt à ne pas tout flamber et se retrouver à nouveau endetté. Le jeune homme se sent mal à l'aise mais est d'accord avec son ami. En traversant soudainement les lieux, il se retrouve face à une femme. Yoshito a l'air surpris par la rencontre. Toujours aussi mystérieuse, elle dit qu'elle a entendu qu'il était dans le bâtiment, alors elle a décidé de le chercher. Il se regarde fixement un instant. Le jeune homme ne semble pas comprendre pourquoi quelqu'un comme elle veut lui parler. La femme se présente comme étant Rito Fuyun, la directrice de l'agence. Elle s'approche et demande si elle peut avoir un moment avec le conquérant de la tour des Hermès. En prononçant son nom complet, elle montre qu'elle sait exactement qui il est. Le jeune homme pense que ce visage lui est très familier. Il sait que parmi les membres de la direction qui rassemble les challengers, elle est la plus forte de tous. Il semblerait qu'elle ait été recrutée par l'agence après avoir conquis 3 tours magiques toute seule en tant que challenger. Devenue une star, elle apparaît dans les campagnes de l'agence et les publicités diffusées dans toute la ville. Rito continue de le fixer, attendant une réponse. Alors il demande ce que la présidente de l'agence lui veut. Elle lève les mains en disant que tout d'abord, elle veut tout savoir sur la façon dont il a conquis la tour magique des Hermès. Yoshito l'écoute avec attention et méfiance. Enfin, elle ajoute que deuxièmement, elle veut tester la véritable puissance du nouveau conquérant. Ils marchent tous les 4 dans les couloirs. Le jeune homme a déjà commencé à raconter ce qui s'est passé, et Mana pense que ce serait une bonne idée de signaler les pièges aux autres challengers. Rito remercie le garçon de lui en avoir parlé et dit que pour le challenger Nojishi et son équipe, ils informeront les familles de leur mort. Son regard devient mélancolique, et elle explique qu'il n'est pas rare que les challengers perdent la vie dans les tours, ce qui est assez évident, commente-t-elle. Puis elle dit que malgré tout, ça fait mal d'une certaine manière. Yoshito pousse un soupir. Il se mord les lèvres en pensant à toutes les tragédies dont il a été témoin. Il en conclut que jusqu'à présent, ils se sont dit qu'il n'y avait rien à y faire. Soudain, les yeux remplis de larmes, il admet que, oui, c'est vraiment douloureux. Marchant lentement, il conclut avec soulagement que c'est bien de penser comme ça. Finalement, ils entrent dans une salle, et la femme explique que c'est la salle d'entraînement de l'agence. Le trio la regarde manipuler le panneau. Une épée apparaît dans les mains du jeune homme. En regardant l'arme, le jeune homme demande si c'est vraiment une épée car elle a l'air un peu émoussée, et Rito explique que c'est le type qui l'utilise à l'entraînement. Pour commencer, elle dit que le garçon peut la manier sans crainte. Frappant sa propre épée sur le sol, Rito le défie et dit qu'elle le laissera l'affronter pour qu'il comprenne le vrai pouvoir d'un dominateur, ce qui est aussi l'une des responsabilités du chef de l'agence. Yoshito dit que c'est une offre qu'il ne peut pas refuser. Mana est excité de voir ça et dit au patron de se battre avec énergie. Le jeune homme se prépare. Il prend sa position et dit que s'il doit le faire, alors il va le prendre très au sérieux. Rito lui demande s'il est prêt, et Yoshito confirme en silence. La regardant de l'autre côté, le jeune homme pense que son adversaire est la légendaire directrice de l'agence, mais valorisant son propre pouvoir, il se dit qu'il a battu un boss et croit être un adversaire plus fort qu'elle ne s'y attend. Prenant sa posture, elle annonce le début du combat, et avant même d'avoir fini de parler, elle disparaît de la vue du jeune homme à la vitesse de la lumière. Soudain, elle réapparaît juste devant son visage. Sur le point de frapper avec des réflexes rapides, Yoshito sursaute, mais parvient à esquiver en serrant les dents de colère. Rito continue son attaque sans relâche, chargeant sur lui sans arrêt à une vitesse incroyable. Piégé entre ces nombreux coups venant de différentes directions, le jeune homme les bloque tous avec difficulté. Réussissant à se libérer, il y va à fond, mais elle réagit incroyablement vite. Il a des sueurs froides en la voyant prendre de l'élan. Elle vole au-dessus de sa tête et il se baisse pour ne pas être transpercé. Yoshito essaie de suivre ses mouvements du coin de l'œil, mais elle crée une micro-explosion avec l'impact de ses déplacements. Yoshito s'éloigne en glissant. Il a l'air fatigué et réalise que cette puissance est d'un tout autre niveau. En la regardant marcher vers lui d'un air menaçant, il pense qu'il a réussi à vaincre le boss après être mort plusieurs fois, mais qu'il est encore loin du niveau de cette dominatrice, qui a terminé tour après tour sans mourir une seule fois. Et puis il a une révélation. Se souvenant de tout ce qu'il a traversé jusqu'à ce point, il en conclut qu'il a continué même dans les pires scénarios, même après être mort encore et encore,
donc il n'y a aucune raison pour lui de se sentir inférieur en se comparant à elle comme ça. Repensant sa stratégie, il se dit que s'il ne peut pas gagner juste en se défendant, alors il va profiter du fait que n'importe qui d'autre garderait ses distances face au risque imminent de mort, mais pas lui. Rito se rapproche. Imparable, les yeux de Yoshito brillent comme des flammes rouges, et il la dévisage avec toute sa détermination. Surprise, Rito ralentit ses mouvements, mais Yoshito ne recule pas et fonce avec son épée, la frappant rapidement, mais elle esquive comme un ninja, projetant son corps en arrière. Le jeune homme ne revient pas. Elle contre-attaque avec encore plus de force qu'avant, et son épée brille comme le soleil. Le jeune homme claque des dents de nervosité. Rito admet qu'elle ne s'y attendait pas. Il retrouve son sang-froid et lui assène les faits, disant que si elle était un monstre, elle aurait pu esquiver cette attaque sans aucun problème après tout. Elle bloque son cou avec son épée, puis elle pointe son épée droit sur lui de toutes ses forces, et le jeune homme continue de parler, disant que si elle n'avait pas hésité, le combat aurait été à sens unique. Rito continue de manier son arme avec habileté pendant qu'il esquive. Yoshito essaie toujours de finir son analyse, notant que son adversaire l'a sous-estimé, pensant qu'il ne se défendrait pas, et c'est pourquoi elle a hésité. Malgré tout, il ne pense pas que c'était de la générosité de sa part, expliquant que Rito ne comprend toujours pas son style de combat, ce qui l'a fait se figer par instinct. Avec des yeux bleus, il dit qu'il a profité de l'ouverture, admettant qu'il a la résurrection infinie, ce qui le rend supérieur d'une certaine manière, alors il se prépare pour un autre coup. Rito écoute tout ce qu'il dit en silence, et continue de bloquer ses attaques, s'excusant de l'injustice. Yoshito dit que si ce n'est pas comme ça, il n'y a pas d'autre moyen de gagner. Les yeux de la femme le foudroient de colère. Une fois de plus, elle saute en arrière, esquivant un de ses coups. Pendant ce temps, elle pense qu'elle a reçu un rapport sur la résurrection infinie. Maintenant, elle sait qu'il peut revenir d'entre les morts et affronter n'importe quel défi sans craindre de mourir. Elle l'étudie de près, essayant de suivre ses actions. Le garçon dégage une lueur rougeâtre intense et fumante, et Rito conclut que c'est une capacité terrifiante. Elle réussit enfin à le toucher près du visage, et à propos de l'hésitation, elle dit que ça n'arrivera pas une deuxième fois. Le jeune homme admet que le coup a fait très mal, leurs regards se croisent, et maintenant ses yeux verts brillent aussi de fureur. Subtilement, elle se dérobe une fois de plus à son épée. Yoshito se moque en disant que comparé à la mort, son coup n'a même pas fait si mal. Rito lève son épée, prête pour le duel. Avec un sourire, en rengainant son arme, elle dit qu'elle comprend maintenant son pouvoir, et reconnaît qu'elle a perdu cette fois. Cependant, tout à coup, Yoshito se jette au sol. La bosse ne comprend pas ce qui s'est passé. Avec beaucoup d'efforts, il commence à parler, épuisé et blessé. Il dit qu'il se fiche de savoir qui a perdu ou gagné car il a besoin d'un médecin. Puis il s'évanouit juste devant elle, et les filles, Yuri et Mana, accourent pour l'aider. Sorti de nulle part, il se relève comme si de rien n'était, en disant qu'il a failli mourir. Rito le dévisage, en disant qu'il n'est pas mort, et il essaie d'expliquer que ce n'est pas la question. Déçu, il renonce à expliquer et demande simplement s'il peut partir. La bosse dit non et lui dit qu'ils doivent encore avoir une discussion importante. Le jeune homme ne comprend pas, et elle commence à expliquer qu'elle a remarqué que son pouvoir est supérieur à la moyenne des membres. Et à cause de ça, elle aimerait lui faire une demande spéciale. Ses amis sont impressionnés, et Mana a du mal à y croire, car la récompense pour une requête venant d'elle est la plus grosse qui soit. Rito explique que la récompense peut être payée en espèces, et elle est sûre que le montant sera plus que satisfaisant pour lui. Le jeune homme hésite, et bien qu'il soit reconnaissant, il veut connaître les détails de la requête. La bosse explique qu'il y a quelques heures à peine, l'agence a détecté l'ouverture d'une nouvelle tour. La sécurité envoyée par l'entreprise garde l'entrée, qui pour l'instant est fermée. Sa proposition est que le jeune homme soit le premier à y entrer pour recueillir des informations précieuses. Le nom de la tour est Perséphone, et une enquête préliminaire est en cours, mais c'est une requête qu'elle ne peut faire qu'à lui. La chef du département de gestion donne à Yoshito la mission d'enquêter sur la tour de Perséphone, une tâche que lui seul peut accomplir. Yoshito demande si normalement, quelqu'un du département lui-même n'enquêterait pas sur la nouvelle tour. Rito fuit une répond qu'ils ont déjà envoyé les challengers du département, ce qui surprend le jeune homme. 2 groupes ont déjà été envoyés dans la tour, et sur ces 10 personnes, aucune n'est revenue. Yuri demande, choqué, si pas une seule personne n'est revenue. Mana dit que c'est impossible que personne n'ait réussi à revenir. La bosse dit qu'elle aussi croyait que c'était impossible. Cependant, tous les challengers assignés à l'enquête ont été retrouvés morts à l'entrée de la tour, et tous montraient des signes qu'il avait essayé de s'échapper mais avait manqué de force avant de pouvoir le faire. Ça frappe durement Yoshito, et il demande si la zone d'entrée n'est pas censée être sûre. Puis une répond que oui, ça devrait être un espace protégé, et les monstres ne devraient pas apparaître. De plus, elle pense aussi au fait que les corps ne présentent aucune blessure causée par une bête, ce qui signifie qu'ils ne savent toujours pas ce qui ou qui les a abattus. La boss de l'agence dit que lorsqu'elle a reçu le rapport sur la situation, elle a seulement demandé que les corps soient récupérés. Alors que la scène montre l'intérieur de la tour magique, la femme conclut en disant qu'ils ne savent vraiment pas ce qui est arrivé aux challengers. Ils savent seulement que les groupes n'ont pas dépassé l'entrée, et c'est la réalité de la tour de Perséphone.
Yoshito en conclut qu'il a reçu la mission d'enquêter sur les lieux en raison de sa capacité de résurrection infinie. Puis demande au garçon de comprendre qu'elle ne l'utilise pas comme s'il était jetable, mais qu'elle ne peut pas laisser plus de gens du département mourir en faisant face au protagoniste. La boss lui demande s'il accepte la mission. Yoshito la regarde droit dans les yeux. Il pousse un soupir résigné et accepte de mener l'enquête sur la tour. Un nouveau jour amène le garçon à la tour magique de Perséphone. Yoshito observe la zone de sécurité au premier étage. Il prend une profonde inspiration, calme. Il met ses mains sur son visage et se concentre. Le héros décide de commencer son travail pour découvrir ce qui est arrivé au challenger du département. Avant de faire quoi que ce soit, il se souvient de Yuri pleurant, inquiète pour lui, pendant que Mana la tenait dans ses bras. Le garçon dégaine son épée et commence sa tâche. Après tout, il compte sur lui pour le faire. Il regarde la lame quand un son étrange se fait entendre. Le bruit vient du bout du couloir. À travers le brouillard, une horde de squelettes armés apparaît, marchant vers Yoshito. Il se déplace de plus en plus vite et commence à attaquer le garçon, mais le protagoniste les abat tous d'un seul coup d'épée. La nouvelle épée est légère et facile à manier. Excité, il s'apprête à tester l'arme encore plus, mais il entend alors un autre bruit qui le fiche sur place. Il lève les yeux, cherchant d'où vient le son. Soudain, une rafale de vent le force à se protéger avec ses bras. Il essaie de dissiper le nuage de fumée avec quelques coups, mais une alerte rouge apparaît. Il l'observe attentivement. C'est à ce moment que Yoshito découvre ce qui a vaincu les challengers qui sont entrés dans la tour avant lui. Sur l'écran rouge, il lit que la malédiction de Perséphone a été activée, et qu'il ne lui reste plus que quelques minutes à vivre. Il se demande comment cette condition anormale s'est déclenchée. Toujours au milieu du brouillard, Yoshito se dit que l'agence a bien fait de l'envoyer en mission. Des challengers normaux paniqueraient en voyant une chose pareille. Si quelqu'un réussit à sortir de la tour magique, toute condition anormale est annulée. Ceux qui ont été frappés par la malédiction ont dû sprinter comme des fous vers la sortie. Même s'il avait atteint la zone de sécurité, la malédiction s'est déclenchée alors qu'il était à un pas de sortir. Maintenant, il est logique qu'il n'y ait pas eu de blessures sur les corps, car ils ont perdu la vie à cause d'une condition anormale. Le protagoniste regarde la fumée devant lui. Elle commence à se répandre partout, mais le garçon n'a pas peur. Il est prêt à tout. Après qu'il lui ait jeté la malédiction, la mission était accomplie. Selon lui, il ne devrait vraiment pas le sous-estimer à ce point. Maintenant, il ne lui reste que 18 secondes à vivre, et la malédiction va finir par être inversée par l'inversion. Le jeune homme affiche un sourire satisfait car grâce à cela, son corps est en meilleure forme que jamais. Il décide donc de suivre ce brouillard. Ses yeux restent alertes, scrutant les alentours tandis qu'il se demande s'il devrait faire ça. Quoi qu'il en soit, la malédiction revient, et si ça continue, aucun challenger ne pourra conquérir la tour. Maintenant, ce brouillard devient encore plus épais. Il observe attentivement l'endroit où il se trouve. Ce doit être la source de toute cette malédiction. Du coin de l'œil, il remarque quelque chose, et une énergie aspire tout ce qui l'entoure. Takamichi observe cela avec concentration et curiosité. Tout à coup, une créature d'ombre apparaît, volant au-dessus de la zone. C'est le gardien du portail de la source maudite. La créature a l'air plutôt en colère. Rapidement, le protagoniste se prépare à attaquer. Le gardien grogne et prépare son pouvoir. Le brouillard violet se répand sur tout son corps. Le garçon panique face à toute cette fumée, mais la créature continue. Maintenant, avec son pouvoir tourbillonnant, terrifiant, le monstre crie quelque chose, et Takamichi comprend. Ce gardien contrôle tout cet endroit. Même les malédictions accumulées débordent de sa soif de prendre des vies. Soudain, des squelettes se précipitent vers le garçon. On dirait que le gardien a appelé d'autres monstres à la fête, et ils encerclent tous le jeune garçon avec son épée. Il parvient à se défendre des attaques, mais l'une d'elles le touche en plein fouet. Fatigué et avec quelques blessures, il ressent de la douleur. Puis il tombe au sol. Il a encore perdu la vie. La créature grogne à nouveau comme si elle riait, et en se réveillant de son état, le garçon demande ce qui est si drôle. Maintenant, son état a été de nouveau restauré. Ce doit être une honte pour les monstres. La malédiction de cette tour n'est pas un gros problème. Juste la meilleure potion de PV que le protagoniste puisse désirer. Avec son épée et sa détermination, il parvient à découper le gardien en plusieurs morceaux, mais quelque chose semble différent. Soudain, la source de la malédiction avait disparu. Ce qui faisait perdre la vie au challenger était une condition anormale provenant d'une malédiction. Rito Fuyun n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose puisse exister, et demande s'il y a quelque chose à faire pour la contenir. Confiant, le protagoniste répond que oui et lui lance quelque chose. La chef prend la fiole et l'examine attentivement. Après que Takamichi a éliminé le monstre provenant de la source, Léo a été purifié, et c'est là qu'il l'a obtenu. Léo bénite de Perséphone supprime les malédictions et empêche de nouvelles attaques, donc même les challengers ordinaires pourront avancer. Il a aussi jeté un œil au 3e étage et il a réalisé que chaque étage a sa propre source de malédiction. Pour avancer, il faut monter un étage à la fois, le purifier et récupérer Léo bénite. La femme esquisse un sourire satisfait et le remercie pour le rapport. Maintenant, cette tour peut être rouverte. La mission était terminée, et elle félicite Takamichi pour son bon travail. Soudain, elle lui tend quelque chose, et c'est beaucoup,
beaucoup d'argent. Voyant à quel point le jeune homme est choqué, elle demande si c'est suffisant, et il acquiesce. Maintenant, il marche la tête baissée, et serre fort sa mallette en pensant à l'énorme somme d'argent qu'il a. Se sentant bizarre, il n'a aucune idée de comment dépenser tout ça. Malgré tout, quelques jours passent. Le gars a remboursé sa dette en achetant la résurrection infinie. Mais même après ça, il lui restait une tonne d'argent, alors il est allé directement dans une boutique de luxe. Maintenant, il porte des vêtements chers et super stylés. Il lève les yeux au ciel bleu en soupirant. Il se sent différent. Mais la voix de Mana le sort de sa rêverie. Les filles parlent de la réouverture de la tour et envisagent d'inviter Yoshito à la défier. Il panique quand il se rend compte que ces voix sont celles de ses amis. Il se retourne, essayant de s'enfuir sans être reconnu. Les filles passent devant lui sans le remarquer, et le jeune homme pousse un soupir de soulagement. Mais Mana sent quelque chose de bizarre et se retourne. Cet homme de dos ressemble à quelqu'un. Elle s'approche pour mieux voir, et elle hallucine quand elle réalise qui est cette personne. Elle interpelle Yoshito, et le garçon lui demande si elle était vraiment obligée de faire cette tête dégoûtée. Il dit qu'il a gagné beaucoup d'argent récemment et qu'il ne savait pas comment le dépenser. Yuri dit qu'en fait, il a l'air plutôt cool. Mana change de sujet pour qu'il arrête de parler de cette tenue ridicule, et l'invite à défier la tour de Perséphone. Mais le garçon demande pourquoi elle veut tant y aller, vu que c'est un endroit très dangereux. Elle dit que les pierres là-bas doivent se vendre très cher, et que tous les challengers doivent s'y rendre. Yuri dit qu'en seulement quelques jours, ils ont déjà grimpé environ 10 étages. Mana dit que c'est totalement injuste que lui seul ait des tonnes d'argent, alors il devrait les aider à en gagner aussi. Amoureuse, la jeune Yuri dit qu'elle peut aller n'importe où, tant que c'est avec Yoshito. Le garçon commence à y réfléchir, puisqu'ils n'ont qu'à apporter de l'eau bénite pour ne pas risquer leur vie, alors il décide de s'attaquer à Perséphone. Mais d'abord, Takamichi doit faire quelque chose. Il doit changer de vêtements au plus vite. Dans la tour, un homme est au sol, désespéré. Dans sa main, on voit une fiole presque vide. Ses coéquipiers sont à terre aussi. Morte vivante, une créature encapuchonnée hante les lieux. Son corps n'est qu'un squelette, et ses yeux brillent de rage. C'est le 10e étage de la tour de la magie. Un squelette brandit une épée, prêt à attaquer, mais l'épée du protagoniste bloque son coup. Il dégage une aura sombre et dangereuse, et il fixe la créature avec détermination. Alors le squelette réalise que c'est la fin pour lui. Takamichi est niveau 16 et le regarde de haut avec dédain. Ses amis l'applaudissent car il est bien plus fort maintenant. Il dit qu'après avoir éliminé tant de créatures, il est normal que son niveau soit plus élevé. Ça ne change pas ses stats, mais si son niveau était bas, les gens se poseraient des questions, donc il vaut mieux l'augmenter un peu plus. L'effet de l'eau bénite va bientôt s'estomper, mais apparemment il n'y a aucun risque. Néanmoins, il vaut mieux en boire au cas où. Le garçon se tourne vers les filles. Il se demande s'il doit en boire ou non, car il a peur d'être de nouveau maudit. Il jette un coup d'œil du coin de l'œil, et réalise qu'il doit vite parler aux autres de son inversion. Il commence à dire quelque chose, mais il est interrompu par une énorme créature qui fait irruption. Il crie à Yuri et Mana de partir, mais le monstre est rapide et réussit à attaquer Yuri, l'entraînant au loin. En désespoir de cause, son ami crie son nom, et la fiole d'eau bénite tombe au sol. Le squelette s'éloigne avec la fille. Elle est maintenant sous sa possession et son contrôle. La créature la blesse même avec sa force. Puis, pour empirer les choses, le brouillard commence à envahir l'endroit. Anxieuse, Yuri observe attentivement la nouvelle alerte. La fille a été maudite et n'a plus que 120 secondes à vivre, c'est le pouvoir de ce monstre, et maintenant elle ne pourra plus boire l'eau bénite. Furieuse, son amie fonce sur lui. Déterminée à la sauver avec son arme, elle est prête à attaquer, mais la créature parvient à stopper son élan. La fille regarde, ne comprenant pas ce qui se passe. Elle est projetée en arrière par la force de ce pouvoir. Yuri, désespéré, appelle son ami. Takamichi dit à sa coéquipière de reculer immédiatement. Maintenant, c'est lui qui va s'en charger. Son épée s'abat directement sur la créature. Il est déterminé à en finir. Son expression est féroce, presque démoniaque, mais la créature bouillonne aussi d'irritation. Le combat entre eux devient encore plus intense, et le protagoniste ne comprend pas pourquoi. Jusqu'à présent, il n'a pas porté un seul coup. On dirait que cette créature est bien plus puissante qu'il ne le pensait. Elle recommence à avancer vers eux, et le guerrier continue de se demander pourquoi. Le monstre semble seulement se défendre. Yoshito, en s'adressant à Mana, dit qu'ils doivent faire vite car il reste moins de 90 secondes avant que Yuri ne perde la vie. Pendant ce temps, la jeune fille crie à l'aide. La créature aux yeux rouges est juste à côté d'elle. Effrayant, il pousse même un rire, et maintenant il semble encore plus fort et plus imposant. C'est le purgeur des âmes. Soudain, Takamichi comprend tout. Cette chose attend que l'effet de l'eau bénite se dissipe pour pouvoir attaquer. Elle compte sur la peur du challenger. Mais quoi qu'il en soit, le purgeur ne devrait pas le sous-estimer, et alors, avec toute sa fureur, il fonce sur ce monstre. Le garçon est furieux d'être sous-estimé. Il se jette sur la créature. Maintenant, les deux sont face à face. Le monstre devient même alerte, curieux à son sujet. Le garçon, cependant, maintient sa posture stable et pleine de défis. Il bondit vers la bête, mais le monstre recule, fuyant le combat, alors Mana et Yoshito décident qu'ils doivent le pourchasser. Ils commencent tous les deux à courir à toute vitesse. Soudain,
quelque chose attire leur attention. La créature est à l'arrière avec Yuri, et devant eux se trouvent d'innombrables morts-vivants. Le purificateur ordonne à ses serviteurs d'attaquer, puis le protagoniste réalise qu'ils ont tous deux été attirés là, et il demande si Mana a peur, mais elle esquisse un petit sourire, comme si elle pouvait avoir peur si facilement. Elle utilise une arme pour attaquer, et ses coups sont si précis qu'ils fendent les corps des créatures, et le meilleur, c'est qu'elle ne fait que s'échauffer avec un sourire. Le guerrier lui demande si elle peut tenir le rythme. Avec un regard déterminé, elle répond que oui, et ils foncent tous les deux à fond vers la bête. Maintenant, pour pimenter les choses, les squelettes utilisent des lances et les jettent sur les deux jeunes combattants. Mana s'inquiète un peu, alors elle et son ami font de leur mieux pour esquiver les attaques. Takamichi lui demande si elle va bien, et elle répond que oui. Il reste maintenant moins de 60 secondes avant que la malédiction de Yuri ne s'active. Le protagoniste décide alors d'utiliser toute sa puissance. Il doit se frayer un chemin rapidement. Sur ce, plusieurs créatures sont détruites. Il les regarde avec détermination. Soudain, il remarque un objet lâché, la rancœur du mort. Avec un sourire, le protagoniste dit que c'est une grosse blague qu'une chose aussi inutile puisse exister. Personne de sensé ne s'équiperait de ça. Mais comme Takamichi n'est pas très sensé, il décide de l'équiper comme une bague. L'objet brille à son doigt, mais l'effet de la bague sera converti, et il obtiendra une guérison complète toutes les 5 secondes. Maintenant, il n'a plus besoin de se soucier de se défendre contre les attaques. Les squelettes continuent d'être détruits, et le protagoniste parvient à atteindre le boss, prêt à anéantir son espèce. Ses yeux et son épée brillent d'excitation. Il va lui montrer l'attaque spéciale de Phase-Nemo. C'est une furie de 7 coups, et à chaque coup, sa puissance augmente. Si l'un des coups est interrompu, la compétence échoue, il est donc très difficile de trouver des occasions de l'utiliser. Le purificateur commence à paniquer face à la situation, et tout à coup, Takamichi-san ressent une douleur immense. Effrayé, Yuri crie son nom. Le garçon la regarde attentivement. Son corps commence à se durcir, et ses vêtements se déchirent. Il abat son épée de toutes ses forces sur le monstre. Maintenant, il obtiendra une guérison complète, toujours après 5 secondes. À ce moment-là, la créature réalise qu'elle n'a aucune chance. Ils commencent tous les deux à se battre avec acharnement. Rapidement, le garçon fonce droit sur elle. La créature n'est pas en reste non plus. Même si elle ne fait que se défendre la plupart du temps, soudain, c'est de nouveau la fin pour Takamichi. Il va maintenant subir à nouveau l'inversion, grâce à la bague qu'il porte. La bataille s'intensifie, et le monstre réalise que ce sera sa fin. Pour son attaque finale, le guerrier décide d'utiliser son coup le plus puissant. Avec une expression sombre, il se prépare à jouer sa dernière carte, et une énorme et puissante explosion inonde tout l'endroit. Une énorme explosion de lumière se produit, faisant hurler le monstre alors qu'il se brise en morceaux. Shiromachi commence à tomber, complètement inconsciente. On voit son corps sur le point de heurter le sol, mais heureusement pour elle, le protagoniste apparaît et la rattrape dans ses bras, et la jeune femme se réveille en sursaut. Souriant, Yoshito se sent soulagé de voir qu'elle n'est pas blessée, tandis que la dure à cuire le remercie de l'avoir sauvée. Mana arrive et dit que c'est bien qu'ils s'entendent, mais qu'ils doivent se souvenir de la malédiction. La jeune fille tend une fiole de potion à son amie, en disant que si elle l'utilise, tout ira bien. Surprise, la fille blonde commente que la créature a attendu que l'effet de l'eau bénite se dissipe. Soudain, des écrans rouges commencent à apparaître, attirant l'attention de notre garçon. Il prend peur mais se souvient que c'est l'effet de la bague et se demande combien de temps l'objet va durer. On découvre que la bague, une fois équipée, inflige un effet de mort toutes les 5 secondes. Prenant Yoshito au dépourvu, la pierre rouge se fissure, libérant une brume violette dans ses pensées. Le gars prie pour qu'elle n'explose pas dans sa main, et décidant de ne pas tenter le diable, il essaie de retirer la bague de son doigt, mais elle ne bouge pas. Une forte lumière commence à émaner de la pierre rouge, donnant des sueurs froides à notre garçon. Mais soudain, un message apparaît disant que le rang de compétence des corps a atteint son maximum, et que l'anneau des corps sera transformé en un anneau putride. La fille blonde demande ce qui s'est passé. Ne sachant pas non plus, le protagoniste dit qu'il s'est passé quelque chose de bizarre avec l'objet qu'il a ramassé. Mais comme cela ne semble avoir aucun effet, il va retirer la bague de son doigt. Se tournant vers les filles, Yoshito demande quelle est la prochaine étape. Après réflexion, Mana dit que Yuri a eu une grosse frayeur, et qu'il vaudrait mieux simplement récupérer les pierres magiques et rentrer. Se sentant coupable, la fille aux cheveux noirs s'excuse, mais son ami lui dit de se détendre. Déterminée, Shiromachi dit qu'elle fera de son mieux pour au moins récupérer les pierres magiques, et quelques minutes plus tard, on voit qu'elle tient vraiment sa promesse. Mais après quelques heures, le duo est déjà épuisé. Alors qu'elle ne cesse de travailler, on apprend que la conquête de Perséphone a continué sans problème majeur, et grâce au grand nombre de challengers, les étages supérieurs ont été nettoyés. Ainsi, en une semaine, il a été rapporté que la salle du boss avait été trouvée au 30e étage. Nous sommes transportés au département de gestion des challengers de Tokyo, où le protagoniste est seul, en train de boire un café. Soudain, une conversation attire son attention. Un gars demande à l'autre s'il a entendu parler de la salle du boss. Qui est scellé, ne laissant entrer aucun challenger. Quelqu'un d'autre arrive et s'excuse auprès de Yoshito pour l'attente. Ce sont les deux alliés du garçon, excités.
Akiya demande si aujourd'hui ils vont aller voir la salle du boss. Le protagoniste lui demande alors si elle sait déjà comment entrer. Souriante, la fille dit qu'une de ses connaissances a trouvé un indice au dernier étage, laissant notre garçon bouche bée. Parlant à voix basse, la challengeuse blonde dit que l'indice est une courte phrase qui dit, comme preuve de nombreuses morts, la preuve de la décomposition s'élève. Intrigué, le gars demande ce que diable ça peut bien vouloir dire. Encore plus confuse, la fille aux yeux roses dit qu'elle n'a aucune idée, essayant d'apporter une lueur d'espoir. Yuri dit qu'elle a aussi obtenu des informations, puis révèle qu'apparemment, beaucoup de gens dans la tour ont reçu une bague avec un effet de mort. Mana demande si Takamichi a toujours sa pomme. Alors que le protagoniste ouvre son inventaire, la challengeuse brune dit qu'elle pense qu'on ne peut obtenir qu'une seule bague par personne. C'est pourquoi certains pensent que l'objet pourrait être la clé, pensant notre garçon qui se dit que même après avoir tué un tas de menus frettins, il n'a pas réussi à obtenir une autre bague, se souvenant alors de la phrase mentionnée par son allié. La fille aux cheveux noirs dit alors qu'apparemment, même après avoir équipé la bague, la salle du boss ne s'ouvre pas. Ayant tout reconstitué, Yoshito se met en marche, disant sans se retourner qu'ils doivent aller à Perséphone, car probablement seule sa bague pourra ouvrir la salle du boss, parce que c'est une clé magique. Après quelques minutes, le trio atteint rapidement le 30e étage de la tour. Dans sa tête, notre garçon se demande ce qu'il fera s'il a tort, car la dernière chose qu'il veut, c'est de passer pour un idiot devant les filles. Curieuse, Yuri décide de demander directement pourquoi le protagoniste pense que la bague ouvrira la porte. Expliquant, le garçon dit qu'après que l'effet de mort de la bague a atteint sa limite, l'objet cesse de transformer en un autre objet, en criant. La challengeuse brune demande ce qu'il veut dire. Il a activé l'effet de mort de l'accessoire, se souvenant alors que le garçon a la compétence de résurrection infinie, même s'il n'a utilisé que l'inversion. Yoshito dit que le plus important est que la bague n'a plus aucun effet après sa transformation, ce qui est assez suspect puisqu'il n'y a aucune raison évidente à cela, et c'est là que l'indice entre en jeu. Car pour lui, la phrase signifie qu'il fallait déclencher l'effet de mort un grand nombre de fois jusqu'à ce que la bague devienne putride. Les deux filles sont excitées par l'explication. Modeste, le protagoniste dit qu'il a compris tout ça par accident en réfléchissant, tout en étant gêné d'avoir trop parlé. Mais maintenant, tout ce qu'il peut faire, c'est compter sur la bague dans sa main et prier pour ne pas devenir la risée de tous avant que notre garçon n'essaie d'ouvrir la porte avec. Mana essaie de l'ouvrir par la force. Après quelques minutes d'essai, elle dit que c'est vraiment impossible. Alors maintenant, c'est à Takamichi de jouer son rôle. S'approchant de la porte, le protagoniste essaie d'avoir foi en sa propre prédiction, et, tendant la main avec la bague, ordonne à la porte de s'ouvrir. Mais rien ne se passe, et un silence gênant remplit l'espace. Voulant mourir, le gars pense qu'il avait vraiment tort, pendant que ses alliés disent que le processus prend peut-être un peu de temps. Soudain, la pierre bleue de l'anneau se met à briller, tout comme la porte de la salle du boss, et comme par magie, le passage s'ouvre, laissant le protagoniste plus que soulagé. Dans sa tête, il réalise qu'il était tellement concentré sur l'ouverture de la porte qu'il a fini par oublier ça. Maintenant, il va devoir affronter le boss, un boss qui se trouve au 30e étage, ce qui signifie qu'il doit être plus fort que celui qui l'ont battu dans la tour des Hermès. Inquiet, Yoshito se retourne et dit qu'ils doivent se regrouper, mais la suite montre que ce ne sera pas si simple. Le monstre tend la main, puis attrape notre garçon, et il est simplement traîné dans la pièce, laissant les filles paniquer. À l'intérieur, le gars est projeté en l'air mais réussit à atterrir au sol sans se démolir complètement, pendant qu'il crie et a des sueurs froides, hurlant à ses alliés de ne pas entrer. Soudain, la porte se ferme et un cercle de lumière rouge apparaît. En se relevant, Takemichi comprend qu'une fois entré, on n'a plus le droit de sortir. On voit que devant lui, une grande spirale de lumière bleue libère un épais brouillard jusqu'à ce qu'un pied de monstre sorte du portail. Après quelques instants, le boss se dresse devant le trio qui le dévisage, stable, prêt à combattre le monstre qui, avec un visage de cadavre et un œil rouge, frappe son bâton au sol, provoquant une immense explosion de lumière, et après avoir sondé l'âme des challengers, il pousse un rugissement terrifiant, soulevant une tempête, tandis que notre héros a son épée en main. Yoshito dit qu'apparemment, il n'a pas d'autre choix que de prendre la responsabilité d'avoir ouvert la porte. L'ancien prêtre squelette continue de fixer le trio, puis dit quelque chose dans une autre langue. Soudain, la créature fait apparaître des flammes bleues qui encerclent les challengers. Pour ne rien arranger, des squelettes sortent des flammes, se rassemblant comme une armée prête à aider leur maître. Notre garçon pense qu'ainsi, ils seront grandement désavantagés s'il ne met pas fin à tout ça rapidement. Sans hésiter, Yoshito charge l'ancien, déterminé à ignorer les soldats, car ce qui compte, c'est de tuer le principal. Notre garçon réussit à porter un coup, mais à sa grande surprise, son épée ne frappe que le bouclier du monstre, ce qui provoque une explosion qui le projette au loin. Nerveux, le protagoniste comprend que son adversaire a une défense parfaite. Soudain, un des squelettes apparaît derrière lui, prêt à attaquer. Comme il est concentré sur l'ennemi en face, il finit par encaisser un coup qui lui fait cracher du jus de fraise, sur le point de subir une double attaque. Notre garçon se demande comment c'est possible. Un message apparaît, l'avertissant qu'il est mort et qu'en guise de pénalité, un malus de moins 40 en défense sera appliqué, mais grâce à la compétence d'inversion,
la pénalité est transformée en un bonus de plus 40. Revenu d'entre les morts, Takamichi frappe le squelette, qui parvient à bloquer en utilisant toute sa force pour résister. Le protagoniste dit que même s'ils ne sont qu'un tas d'os, le poids de leurs attaques et la vitesse de la créature sont d'un tout autre niveau que celle des étages inférieurs. On voit que le protagoniste est sur le point de se faire battre à nouveau car il affronte plusieurs squelettes, pas seulement un, ce qui montre qu'ils sont aussi intelligents. Les monstres attrapent les bras du garçon, l'immobilisant complètement juste après que le prêtre squelette décide de s'approcher, faisant réaliser à Yoshito qu'il est sérieusement foutu. Soudain, quelque chose attire l'attention du boss, qui se retourne pour regarder. Notre garçon se demande ce qui se passe et découvre rapidement qu'il s'agit de Yuri et Mana. Avec son arme, la challengeuse aux cheveux noirs libère son pouvoir, qui se dirige droit sur l'armée de squelettes, provoquant une énorme trompe d'eau. Heureuse, la fille crie qu'elles ont réussi. Mais rapidement, l'expression de son visage change, car les squelettes sont toujours debout, trempés mais debout. Sakia essaie d'empêcher le tas d'eau de s'approcher. Entouré, les filles se demandent quoi faire. Hurlant, le protagoniste ordonne aux squelettes qui le tiennent de le lâcher, montrant qu'il est extrêmement inquiet pour ses alliés. Malheureusement pour lui, l'ancien n'est pas d'humeur à le laisser s'échapper, et en frappant son bâton au sol, il laisse Takamichi sans un de ses bras. Dans une douleur atroce, le protagoniste se met à hurler, tout en fixant le boss, qui semble s'amuser. Les squelettes continuent de tenir le garçon pour que leur maître puisse continuer ce qu'il faisait. Notre garçon hurle à nouveau, et maintenant, sans un bras et sans une jambe, il supplie la créature d'arrêter. Mais malheureusement, ces supplications ne sont pas entendues. Tout ce qu'on voit, c'est du jus de fraise qui gicle partout, jusqu'à ce que les cris cessent et qu'il soit jeté au sol. Dans une flaque de ses propres fluides, le protagoniste, toujours en vie, regarde l'ancien, puis dit qu'il vient de développer un traumatisme des bâtons. Yoshito meurt pour la deuxième fois, laissant le boss aux anges. Après un certain temps, le garçon ouvre les yeux et, se souvenant de ce qu'il a vu en dernier, se met à transpirer de pure terreur. Pour ne rien arranger, son esprit se met à revivre les moments où il a été attaqué, et même si ses bras sont de retour à leur place maintenant, notre garçon ne peut s'empêcher de trembler en se cachant le visage avec ses deux mains, puis il pousse un cri terrifiant jusqu'à en perdre le souffle et tomber en avant. Fixant l'écran, le jeune homme pense que s'il n'y retourne pas, personne ne pourra sauver Yuri et Mana, donc il doit se dépêcher de ressusciter pour vaincre le prêtre squelette. Toujours en panique, le personnage principal dit qu'il n'a pas le temps de s'effondrer, et qu'il sait exactement ce qu'il doit faire. Le problème, c'est qu'il ne peut pas s'arrêter de trembler, alors qu'il est sur le point de retourner au combat. Takamichi se dit que quoi qu'il arrive, il vaut mieux changer son lieu de réapparition. Le processus terminé, il revient derrière le boss. Quand le garçon apparaît, les deux filles sont surprises. Notre garçon décide d'attirer l'attention de la créature. Mais quand il se souvient de ses yeux rouges, sa main se remet à trembler sans arrêt, face à l'armée de squelettes. Le personnage principal met une main sur son visage et dit que c'est si pathétique qu'il ne peut même pas bouger. Mais quand il voit que le pire est sur le point d'arriver à ses alliés, une fureur s'empare de son corps, tandis que le boss le dévisage. Soudain, une explosion se produit pile dans le cercle rouge qui scellait la porte. Prenant notre garçon complètement au dépourvu, il se retourne et voit un homme avec une énorme épée sortir du trou. Se dirigeant vers le prêtre, l'étranger dit qu'il a entendu que personne ne pouvait ouvrir la porte, alors il a utilisé la force, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait déjà des gens à l'intérieur. Une fois la poussière retombée, l'homme observe la situation autour de lui jusqu'à ce qu'il voit le personnage principal pleurer de terreur en se grattant le cou. Il dit qu'apparemment, le trio ne passe pas sa meilleure journée. Soudain, deux squelettes se précipitent vers Takamichi, qui est sauvé par l'épée du type qui vient d'arriver. Achevant les créatures, il dit qu'il va donner un coup de main au garçon, et qu'il devrait simplement se détendre. Car il se trouve devant le roi des dominateurs, Kogura Okyomi, celui qui ne laissera personne mourir ici. Ces mots résonnent dans l'esprit de notre garçon. On apprend que le titre de roi des dominateurs est donné à ceux qui ont conquis des tours magiques de plus de 100 étages, c'est pourquoi il y a très peu de challengers de ce niveau au Japon, tout en faisant tournoyer son épée. L'homme dit qu'il devrait remettre la discussion à plus tard. Car il est temps de dominer cet endroit avec des flammes. Le feu jaillit de partout. En plus d'une énorme tornade qui les entoure, les squelettes se mettent à crier alors que le feu prend sur leurs os, tandis que Yoshito regarde, bouche bée. Yoshito dit que c'est incroyable. Une autre explosion se produit, mettant le prêtre en mauvaise posture. Utilisant son pouvoir, la créature bondit en l'air, mais Kogura l'empêche de s'échapper pour se protéger. Le boss active son bouclier, tandis que le dominateur porte un coup mortel, provoquant un choc de pouvoir. On découvre rapidement que le prêtre a eu le dessous avant qu'une autre explosion de flammes ne se produise. Notre garçon lève les bras devant son visage pour se protéger des rafales, tandis que l'homme observe la situation avec un calme absolu. Soudain, la créature apparaît derrière lui, prête à attaquer, mais elle est renvoyée en arrière d'un seul coup de poing. Le boss projeté au sol, le dominateur se tourne vers le personnage principal et lui dit que le coup de grâce lui revient. Confus, Takamichi le regarde d'un air absent. Kogura dit alors qu'il ne sait pas ce que le garçon a vécu ici, mais qu'il a l'air mal en point, alors il devrait saisir l'occasion de régler ça une bonne fois pour toutes, pour ne pas emporter ce sentiment avec lui en partant.
Toujours en sueur froide, notre garçon serre fermement son épée, puis le remercie. Les yeux du boss s'écarquillent, et il décide d'attaquer une dernière fois pour ne pas mourir, mais le personnage principal est plus rapide et, brandissant sa lame, il dit que grâce à lui, il a de nouveau envie de se battre. Le dominateur observe la scène avec un regard fier, puis demande si cela a suffi à chasser la peur. Se retournant, notre garçon dit que oui. Posant une main sur l'épaule du garçon, Okyomi dit qu'il peut enfin féliciter le dominateur de la tour de Perséphone. Nerveux, Yoshido demande à l'homme d'attendre, après tout, il n'a fait qu'achever le boss. Donc ce n'est pas lui qui devrait en recevoir le mérite. Avec bienveillance, le dominateur dit que la méthode n'a pas d'importance, car la récompense va à celui qui a vaincu le boss. Le personnage principal dit que dans ce cas, il lui donnera tout, mais l'homme refuse, disant que le garçon devrait utiliser la récompense pour devenir plus fort. Souriant, Kagura regarde notre garçon heureux avec ses alliés. Il dit alors qu'il a beaucoup trop d'argent, et comme il a aussi son loyal écuyer, qui est son arme, il n'y a aucune raison de prendre la récompense du plus jeune. Le trio regarde l'homme, surpris, et il dit que si le gamin veut le remercier, il devrait montrer l'arme unique qu'il vient d'obtenir, car il meurt d'envie de la voir. Même un peu nerveux, le protagoniste accepte tout en se plaignant du fait que l'arme unique est un bâton. Après avoir cliqué sur l'objet, il apparaît, brillant, devant tout le monde, choqué. Les yeux de Yoshito s'écarquillent quand il réalise qu'il a maintenant l'Arcanum Aqua Happy. Le dominateur dit que c'est un bâton magique et demande si le gamin est doué en magie. Tenant l'arme, notre garçon répond que, en fait, non. Donc le bâton devrait revenir à Yuri qui est très doué avec les sorts. Surprise. La fille ne peut rien dire. Le protagoniste demande ce qui ne va pas, et elle s'explique. La challengeuse dit qu'elle ne mérite pas de garder l'objet. Laissant notre garçon très confus, Shiromachi dit alors qu'elle a parlé avec Yuri du fait qu'elles n'ont pu aider en rien. Pas seulement cette fois-ci, mais aussi dans le combat contre le boss précédent, ce qui a fait d'elle un simple fardeau pour le gamin. Donc toutes les deux pensent que former une équipe n'était pas une très bonne décision. En désaccord, Takamichi dit que cette fois-ci ne comptait pas, car sans Kagura, il n'aurait pas pu les protéger. Entendre cela fait sourire Sakiya. La fille lui demande alors s'il n'a toujours pas réalisé qu'elles sont devenues des choses à protéger. Pris de sueur froide, le protagoniste dit que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais il semble trop tard car la fille blonde dit que c'est précisément pour ça qu'elles vont devenir plus fortes. Confus, notre garçon demande ce que cela est censé signifier. Yuri dit alors qu'elles vont s'attaquer seules à des tours comme celle-ci. Mana ajoute qu'après être devenues plus fortes, elles reviendront sans aucun doute dans l'équipe. Déterminée, la concurrente aux cheveux sombres dit que c'est pourquoi la jeune fille devrait garder le bâton. Mais il lui lance l'objet et dit qu'en fait, si elle compte conquérir des tours, c'est une raison de plus pour qu'elle garde l'arme, car quiconque veut devenir plus fort doit utiliser tout ce qu'il a sous la main. Même en voulant refuser, Shiromachi abandonne la discussion. Soudain, un message apparaît, disant que le boss de la tour de Perséphone a été vaincu, et que la tour disparaîtra dans 10 secondes avant qu'il ne soit téléporté. Le protagoniste dit qu'il retrouvera le duo plus tard. Ailleurs, Kagura dit que c'était un adieu assez mature. S'asseyant, Yoshito dit que ce n'est pas vraiment ça, car il est vraiment triste de la situation. L'homme s'approche et appelle le garçon par son nom, ce qui le prend au dépourvu. Il explique avoir entendu les filles l'appeler ainsi, puis demande pourquoi le garçon ne l'accompagne pas puisqu'il a du temps libre maintenant. Se retournant, le protagoniste demande si l'homme a besoin qu'il fasse quelque chose. En s'étirant, il dit qu'en fait, il a été appelé par la chef du département de Tokyo. Mais, normalement, il reste dans la région centrale, ce qui signifie que s'ils l'ont appelé ici, le travail va être assez compliqué. Il est donc passé par Perséphone pour tuer le temps avant la réunion, mais il est tombé sur le gamin à l'intérieur. En marchant, Takamichi demande pourquoi l'homme s'intéresse autant à quelqu'un comme lui, alors qu'il n'a même pas vu sa capacité de résurrection infinie. Donc il n'y a aucune raison, genre, pour ce genre d'intérêt. Se tournant, Okyomi dit qu'il a entendu de Fuyun que le gamin était un dominateur prometteur de la nouvelle génération. Cette information prend le protagoniste au dépourvu. Choqué, il demande si la boss a vraiment dit ça, ce que l'autre confirme. L'homme dit qu'il a été surpris de le voir dans la salle du boss car il pensait que c'était juste une personne ordinaire. Gêné, notre garçon dit qu'il est un type ordinaire puisqu'il n'a rien pu faire contre le prêtre. Lui donnant une bourrade, le dominateur dit que dans ce cas, il n'a qu'à faire plus d'efforts la prochaine fois. Puis il ajoute que même après tout ça, il reste beaucoup de temps avant la réunion, donc lui et Yoshito devraient aller faire du shopping pour se détendre, et que ce sera lui qui paiera, bien sûr, car avant tout, le gamin doit apprendre à dépenser intelligemment. Notre garçon dit qu'il va apprendre la gestion financière avec l'un des rares rois dominateurs du Japon, ce qui l'excite au plus haut point. Quelques heures de shopping plus tard, Takamichi et Kogura apparaissent avec leur nouveau look. Devant la chef du département, sans montrer beaucoup de réaction, la femme demande qui ils sont. Furieux, le protagoniste lui dit de ne pas demander ce qu'elle sait déjà. Perplexe, la jeune femme dit qu'ils sont habillés bizarrement, en regardant notre garçon et le dominateur. Il dit que même en étant quelqu'un avec beaucoup d'argent et de succès, rien de tout ça ne compte si ça ne s'accompagne pas d'un bon sens de la mode. Alors la fille dit que même si c'est vrai, ses vêtements sont quand même ridicules. Hurlant,
Yoshito dit qu'elle ne semble pas s'intéresser à la mode, et qu'elle ne porte probablement que des vêtements amples quand elle est seule à la maison. Après être restée silencieuse quelques secondes, la femme se lève. Puis elle montre une photo d'elle où la légende dit que la tendance mode adoptée par la chef du département fait maintenant partie des 7 plus populaires. À genoux, notre garçon implore son pardon, tandis que l'homme rit. Allant droit au but, Kagura demande à Fuyunei pourquoi elle l'a appelé. La jeune femme dit alors qu'il n'y a qu'une seule raison à cela, le département des Challengers de Tokyo est sur le point de mener une opération de grande envergure. Intrigué, le protagoniste demande de quel genre d'opération il s'agit. La chef de département explique que l'opération se déroulera sur le plus grand site magique du Kanto, dans le but de prendre la tour de Zeus. L'homme dit alors qu'il s'y attendait déjà, car dernièrement, le nombre de morts dans la conquête des étages supérieurs ne cesse d'augmenter, et le département ne peut plus ignorer la situation. La femme dit que les récompenses restantes des étages supérieurs de Zeus seront distribuées à tous les participants de l'opération, de la ligne de front aux unités de soutien, et qu'en plus, les volontaires seront affectés selon leur capacité. Comme le niveau de danger de la tour magique ne peut être comparé aux tours normales, et même avec le département à sa tête, un nombre élevé de morts est toujours attendu. C'est pourquoi elle veut le dominateur en première ligne pour réduire les pertes. Après tout, c'est lui qui a conquis la grande tour magique des Héphaïstos dans la région centrale. Baissant la tête, Kogura dit que si sa présence peut sauver des vies, il prêtera toute sa puissance. En réfléchissant, Yoshito conclut qu'il est juste de trop ici. Tout à coup, le dominateur dit qu'il a une condition, car il aimerait aussi emmener le garçon avec lui en première ligne. Fuyun dit que c'est d'accord, laissant le protagoniste complètement terrifié. Souriant, l'homme dit qu'il compte sur lui. Tandis que notre garçon hurle, « Quest ce que tu veux dire ?» On nous emmène à la tour magique de Proté. Tendant le bras, Okyomi demande au protagoniste s'il est prêt à monter de niveau. Quelques instants avant, on apprend que la chef du département a dit que le plan pour conquérir Zeus était encore en préparation, donc le duo devrait passer le temps à faire ce qu'il veut. Sans hésiter, le dominateur demande s'il y a une tour magique dans le coin qui est bonne pour monter de niveau, car avant d'emmener Takamichi en première ligne, il veut l'entraîner autant que possible. Notre garçon demande s'il a le choix, mais l'homme répond que non. Confus, il demande pourquoi le dominateur veut l'emmener avec lui. Kagura dit alors qu'il veut juste que le garçon devienne plus fort. Après tout, personne n'est plus apte que lui. L'explication n'aide pas du tout le protagoniste. Fuyune dit alors que si c'est pour monter de niveau, elle recommande la tour magique de Proté. Car même sans particularité, elle abrite des monstres de haut niveau, ainsi qu'une grande mine de pierres magiques, ce qui en fait un endroit très populaire parmi les aventuriers. Le dominateur dit que dans ce cas, c'est là qu'ils vont, puis il se retourne pour partir. Tout en disant que lui et le jeune homme devraient en profiter pour tuer le boss aussi. À l'intérieur de la tour, nous voyons le duo observer un soldat en armure à côté de Yoshito. Okiyomi dit qu'il veut voir jusqu'où le jeune homme peut aller par lui-même. Prenant une profonde inspiration avant de répondre, notre garçon se prépare à attaquer et, en fonçant, dit qu'il va essayer. Le soldat donne un coup rapide, et raflant la joue du concurrent. Notre garçon se baisse pour contre-attaquer, faisant reculer l'ennemi avant de le projeter violemment au sol. Mais se relevant immédiatement, la créature lève à nouveau son épée, levant les yeux en souriant. Takamichi dit que ce coup était beaucoup trop ample. Le soldat finit par tomber à genoux, ce qui soulage le garçon. Mais soudain, Kagura crie, l'avertissant que ce n'est pas encore fini. Lorsque le protagoniste se retourne, il réalise que son adversaire a lancé l'épée, et qu'elle fonce droit sur lui. Dans ses pensées, le dominateur révèle qu'il aimerait aider. Mais avant de se battre côte à côte, il doit voir de ses propres yeux de quoi le jeune homme est capable. Voyant que le coup était fatal, l'homme s'excuse intérieurement. Notre garçon est projeté en arrière et tombe avec l'épée toujours plantée dans son corps. Avec des yeux sans vie, le soldat s'approche pour ramasser son arme, mais le héros revient à la vie et lui tranche le bras, l'avertissant que sa dernière attaque a vraiment fait mal. Alors maintenant, il va mettre un terme à tout ça. Observant la scène de loin, Okeomi se dit que, comme il le pensait, le gamin est immortel, et le seul qui puisse le suivre dans cette mission. Après avoir maîtrisé son adversaire, le héros dit que maintenant qu'il a perdu son arme, il ne peut plus le battre. Mais à sa grande surprise, le soldat fait apparaître une autre épée comme par magie et lui assène un autre coup fatal. Revenant à la vie une fois de plus, Yoshito dit que c'est déjà la deuxième fois que la créature lui touche le cœur et, se jetant dans le combat sans aucune crainte, il dit qu'il ne laissera pas passer ça. Les deux s'affrontent à l'épée jusqu'à ce que le héros doive reculer pour ne pas être touché. En plein air, il parvient à bloquer chaque coup du monstre en armure, mais dans sa tête, il est frustré de ne pas pouvoir porter un seul coup décisif. Soudain, un éclair apparaît au loin, et il projette le garçon en arrière de toutes ses forces. Comme il est rapide, Takamichi réussit à atterrir sans trop de difficultés, mais quand il regarde devant lui, il réalise que d'autres ennemis sont apparus. Tout à coup, des épées volent vers la tête du garçon, mais heureusement, elles finissent par toucher le sol. Les créatures commencent à se rapprocher en souriant. Notre garçon dit que ça doit être une blague, en référence au fait que 4 soldats l'ont encerclé avec leurs épées. Il commence à bloquer les coups des adversaires, mais l'un d'eux pousse plus fort, le touchant presque, alors pour se défendre, Yoshito attaque, forçant les ennemis à reculer. Après ça,
il essaie de faire 1000 choses à la fois pour ne pas mourir à nouveau. En réfléchissant, le héros conclut que la situation est mauvaise, et que si ça continue comme ça, la fin sera la même que les autres fois. Soudain, Kagura s'approche et dit qu'il est temps d'arrêter de simplement regarder. D'un seul coup, le dominateur envoie les soldats voler, les faisant s'écraser violemment contre le mur de pierre. Regardant le héros, l'homme dit que son pouvoir est vraiment impressionnant, mais que c'est maintenant à son tour de montrer sa vraie force. Sans hésiter, le dominateur active sa capacité, avant de brûler les soldats avec les flammes de son épée. Un peu plus loin, notre garçon regarde toute la scène, bouche bée. Après avoir terminé son attaque, Okiomi interpelle son nouvel ami et dit qu'il prévoyait de se la péter un peu plus, mais que l'ennemi a fini par s'évaporer en un seul coup. Choqué, le héros dit que c'était suffisant pour comprendre à quel point il est fort. Réalisant qu'il a fait peur au gamin, le dominateur dit que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Puisqu'il voulait seulement frimer en se battant désespérément pour sa vie comme lui, Yoshito crie qu'en fait, il ne se battait pas désespérément parce qu'il le voulait. Mettant les mains dans ses poches, l'homme dit que de toute façon, il y aura d'autres occasions. Épuisé, le protagoniste demande quelle est la prochaine étape. Le dominateur dit alors que d'après Fuyune, il y a une grande mine de pierres magiques droit devant, et comme les pierres magiques sont du mana cristallisé, les monstres les aiment bien, car ils absorbent généralement ces objets pour devenir plus forts. La zone de la mine abrite donc généralement des monstres puissants. Se retournant, il demande si le garçon a compris ce qu'il doit faire. Le protagoniste confirme et dit qu'ils doivent trouver les monstres et tous les anéantir. Tendant son poing pour un check, Koguro dit que dans ce cas, il est temps d'y aller. On nous emmène dans un autre lieu rempli de pierres magiques, où d'autres aventuriers semblent miner à la pioche, tandis que de jeunes femmes se reposent, mais le groupe ne semble pas remarquer qu'une créature monstrueuse les observe. Quelque temps plus tard, le dominateur et Takamichi atteignent enfin le 25e étage, la zone de minage de pierres magiques. Remarquant l'émerveillement du garçon, l'homme lui demande si c'est la première fois qu'il voit un tel endroit. Regardant frénétiquement de tous les côtés, notre garçon dit que oui. Il se souvient alors que la dernière fois qu'il a vendu des pierres magiques, il a gagné assez d'argent pour rembourser ses dettes. Mais maintenant, s'ils parviennent à vendre toutes les pierres de cette mine, il pourrait devenir richissime. Excité, il dit qu'il est temps de commencer à miner. Le dominateur s'excuse de gâcher les plans du gamin et dit que si l'on pouvait s'enrichir avec ça, il y aurait beaucoup plus d'explorateurs. En y réfléchissant, notre garçon se dit que, oui, il n'y a vraiment pas grand monde ici. L'homme révèle que si de nombreuses pierres magiques sont concentrées en un seul lieu, leur puissance diminue, car en se formant, elles rivalisent pour la magie environnante. C'est pourquoi celles de cette zone contiennent des impuretés, ce qui signifie qu'elles ne valent presque rien. Malgré cela, beaucoup de gens y minent encore, ce qui a poussé le département de gestion à protéger le site, le rendant très sûr pour quiconque veut y entrer. Un peu plus loin, une fille célèbre sa trouvaille d'une grosse pierre avec ses amis. Le protagoniste se dit que le trio a l'air de bien s'amuser. La scène lui rappelle son ancienne équipe. Depuis qu'il s'est séparé des filles, il se sent un peu seul, mais cela ne va pas durer. Kogura réapparaît et passe un bras autour du cou du garçon, lui demandant si l'une des filles l'intéresse. Comme il n'arrête pas de les fixer, notre garçon pense que ce type est vraiment énervant, et en se dégageant, il dit à voix haute que personne ne lui plaît. Le dompteur dit alors que le gamin est vraiment pénible, puis lui demande laquelle des filles qui voyageaient avec lui l'aimait bien. Ailleurs, Yuri semble sentir quelque chose alors qu'il ne répond pas. L'homme dit qu'elles étaient toutes les deux très belles, et qu'il sait que le protagoniste en aime une, ou peut-être fuit une. Notre garçon ne sait pas du tout comment se sortir de cette situation embarrassante. Loin de là, la challengeuse à la pommade sent que quelque chose se passe, tandis que son ami lui dit de se concentrer sur le combat. Nerveux, Takamichi demande au dompteur d'arrêter avec ses questions stupides. Après tout, ils sont venus ici pour s'entraîner, pas pour parler d'amour. L'homme le pointe du doigt et, le traitant de morveux, lui ordonne de se taire. Une des mineuses dit à ses amis de s'aventurer un peu plus loin, et trouvant une zone avec d'énormes rochers, elle décide de s'y mettre tout de suite. Mais en donnant un coup de pioche, la fille aux cheveux courts se blesse la main et dit que ces rochers sont beaucoup plus durs que les autres. Alors qu'Elsen demande la raison, pour le malheur du trio, un monstre ouvre les yeux, ce qui attire aussitôt l'attention du protagoniste. Furieuse, la créature commence à se lever, laissant les filles ébahies par sa taille et sa forme. Sans hésiter, la bête lance sa première attaque avec des bras sortant du sommet de sa tête, tout en projetant des roches magiques partout. Malheureusement, le trio de filles est en plein dans la ligne de tir de ses éclats acérés, au point de ne pouvoir que se protéger la tête et attendre le pire. Heureusement, Yoshito s'interpose juste à temps et parvient à dévier les rochers avec son épée. Se retournant, il demande si les mineuses vont bien et leur dit de s'enfuir. Soulagé, les filles le remercient et le laissent seul avec la créature. Notre garçon se dit qu'il a essayé d'être gentil, mais comme d'habitude, ses plans ne marchent jamais, et il s'effondre, des roches magiques plantées dans son corps. Le protagoniste se dit que mourir en sauvant quelqu'un n'est pas si mal, mais qu'un jour, il aimerait être comme Okiyomi, qui sauve les gens avec classe. Furieuse, la créature de pierre lève le pied pour l'achever, tandis qu'il pense à ce qu'il veut après sa mort. Takamichi réfléchit à ce qu'il fera après avoir conquis les tours magiques et gagné assez d'argent pour ne plus jamais s'en soucier.
Il conclut vite qu'il n'a pas encore de réponse, mais il est sûr qu'après avoir vu le roi des dompteurs le sauver, lui et son équipe, dans Perséphone, tout ce qu'il veut, c'est devenir un aventurier qui sauve les autres de manière incroyable. Ressuscitant pour la 50e fois grâce à sa compétence, notre garçon se dit que pour atteindre le niveau de cet homme, il lui manque encore beaucoup de talent et d'expérience. Il doit donc continuer à s'entraîner sans relâche. Fonçant sur le monstre, le protagoniste attire son attention et lui demande s'il ne voudrait pas mourir avec lui. Déterminé, il porte son premier coup, mais à sa frustration, la carapace de l'ennemi est très dure, ce qui signifie qu'il ne sera pas facile de la trancher. Se retournant, le garçon se demande où est passé Kagura. On voit qu'il est à l'entrée de la mine, en train d'aider à évacuer les mineurs. Un jeune homme s'approche et dit qu'en tant que garde, il ne peut pas s'enfuir. Le dompteur dit alors qu'il sait que s'occuper de ce monstre est sa responsabilité, ainsi que celle des autres. Mais aujourd'hui, personne n'a à s'inquiéter car son partenaire va s'en occuper. En entendant cela, les yeux de Yoshito s'écarquillent. Soudain, le monstre lance d'autres roches magiques acérées, forçant le protagoniste à brandir son épée sans arrêt. Inquiet, il se met à courir pour ne pas être touché, mais s'arrête quand il entend Okiyomi crier son nom. Souriant, l'homme lui demande s'il a de l'intelligence. Hurlant, notre garçon demande s'il se fiche de lui dans un moment pareil. En riant, le dompteur dit qu'il parle de la statistique d'intelligence. S'il a un bon niveau dans cette statistique, il devrait être plus attentif pour percer le secret de la résistance du monstre, qui devrait bientôt se révéler. Lui disant au revoir, l'homme dit qu'il lui confie la suite. Concentré, le protagoniste se dit qu'il cesse de trouver un ami plutôt irresponsable. On apprend que l'intelligence est une statistique liée à la magie, et que tout possède un pouvoir magique. Ainsi, plus cette statistique augmente, plus le nombre de sorts puissants augmente. Dans sa tête, le garçon se dit que grâce à sa compétence, son intelligence a augmenté, mais pas assez pour lui permettre d'utiliser la magie. Mais à sa surprise, en regardant son panneau, il découvre qu'il le peut. Confus, notre garçon se demande comment c'est possible. Puis il se souvient que lors de sa mort précédente, son intelligence a augmenté, ce qui signifie que sa mort atroce a eu un avantage. Sans hésiter, il active son sens magique, qui révèle un flux de magie autour du corps de la créature, même s'il ne maîtrise pas encore bien sa nouvelle compétence. Yoshito se dit qu'il doit se concentrer davantage. Soudain, il réalise que le monstre protège son corps avec de la magie, et que c'est la raison de sa carapace si dure. La créature fixe le protagoniste, attendant son prochain geste. Soudain, 3 cercles de lumière apparaissent au-dessus de sa tête. Le garçon se demande si le pouvoir magique de la pierre est en train d'être accumulé, puis conclut que si c'est le cas, il est foutu. Le monstre tire une rafale de lumière, projetant violemment notre garçon en arrière. Au sol, il se dit que même s'il peut voir la carapace magique, c'est inutile s'il ne peut pas battre la créature. Mais en se reconcentrant, il remarque que la forme de la carapace est devenue instable au contact de la magie ambiante, ce qui signifie qu'il y a une faille. Déterminé, Takamichi charge à nouveau, se disant qu'il va arracher son adversaire de sa carapace pour lui asséner une attaque mortelle, en utilisant un peu plus sa nouvelle compétence. Le protagoniste comprend que puisque la carapace de l'ennemi est devenue instable, il lui suffit de la frapper avec assez de magie pour briser le bouclier. Mais d'abord, il devra saturer la zone en magie en détruisant les pierres magiques. Le monstre attaque de nouveau, lançant une pluie de pierres sur le garçon. En courant, notre garçon parvient à s'en sortir indemne, mais d'autres pierres surgissent d'une autre direction. L'attaque le force à sauter en prenant appui sur le mur, assez près des pierres incrustées. Il commence à frapper de son épée, réduisant les pierres en miettes. Se retournant, le protagoniste pense que cela devrait suffire. Mais, à sa surprise, le monstre n'est plus au même endroit. La créature retombe lourdement juste derrière le garçon qui active à nouveau sa compétence de manipulation magique, tandis que des milliers de pierres volent vers lui. En y réfléchissant, Takamichi se dit que cet attribut ne fait que rassembler la magie autour de lui, sans en produire ni lui permettre de l'utiliser. Pourtant, pour briser la carapace défensive de son adversaire, ce sera suffisant. Se déplaçant à la vitesse de la lumière, le protagoniste assène un coup mortel à la créature. Mais voyant que le bouclier n'est que légèrement fissuré, il réalise que son attaque n'est pas encore assez forte et qu'il va devoir utiliser son atout. Se préparant, notre garçon dit qu'il est temps d'éclore, puis il active sa compétence unique, explosion en chaîne furieuse. Le monstre attaque avec la seule méthode qu'il connaît. Tout en se défendant, le garçon pense qu'il va d'abord enchaîner les 7 coups, car chacun d'eux renforce son attaque. Puis à la fin, il y ajoutera la magie et déchaînera toute sa force. Changeant de tactique, la créature projette d'énormes pierres vers le protagoniste, qui s'accroupit pour parer. Puis il dit qu'il n'est pas pressé, car plus il accumule de magie, plus il pourra en renvoyer à son adversaire. En voyant le jeune homme foncer sur lui, le monstre utilise à nouveau ses portails magiques. Mais pour son malheur, Yoshito est plus rapide que jamais et s'approche dangereusement. Il affirme que cette fois, le monstre ne pourra pas arrêter son attaque. On découvre qu'en raison de l'immense afflux de magie, l'attaque finale a subi une transformation. Observant la scène à son retour, Kagura dit que le jeune homme a dépassé ses attentes, et en criant, le protagoniste annonce qu'il est temps de détruire le noyau du monstre.
Avec sa carapace, une énorme explosion de pétales bleus et de pierres se produit, et finalement, le bouclier de la créature se brise, la fissurant en deux, provoquant, cette fois, une explosion de feu qui projette notre garçon au loin jusqu'à ce que son dos heurte violemment le sol. Quand il rouvre les yeux, il se retrouve face au dompteur souriant, ce qui le fait sourire à son tour, avant de lever la main pour faire un pouce levé avec son nouveau partenaire. En partant, Takamichi demande si les autres aventuriers vont bien, et l'homme répond que oui. Un peu plus loin, il retrouve les filles. Notre garçon fait un signe de la main au trio tandis que Okiyomi déclare que l'affaire est réglée. Mais soudain, une autre explosion se produit. Prenant tout le monde par surprise, une bouche monstrueuse surgit devant le protagoniste et l'écrase sans pitié juste après que Kogura ait crié le nom du garçon en désespoir de cause. Tandis que les filles reculent, terrifiées, le protagoniste réapparaît rapidement après avoir ressuscité. Encore sous le choc, il demande quelle est cette taille de malade. Puis, réalisant qu'il devra combattre l'annihilateur d'acier, il réfléchit à la façon dont le monstre est apparu. Le garçon en conclut que c'est une anomalie, une de ces choses vraiment rares. Même nerveux, il serre la garde de son épée. Soudain, le serpent d'acier attaque, mais il est bloqué par l'épée du dominateur. Souriant, il dit que le monstre est bon, alors il va commencer à se battre sérieusement, pour ne pas finir dévoré lui aussi. Activant sa compétence, Okiyomi se prépare à contrôler la zone. Dans une chaleur torride, des flammes enveloppent le corps de l'annihilateur d'acier, le forçant à se protéger les yeux. Yoshito essaie de ne manquer aucun détail, mais quelque chose finit par attirer son attention. C'est le fait que les flammes du dominateur n'ont absolument aucun effet. Alors que le monstre se rapproche, Kogura dit qu'apparemment, la carapace de la créature a une puissante résistance au feu, ce qui signifie qu'il ne lui reste plus que la force brute. Sans aucune crainte, l'homme charge l'annihilateur, qui ouvre sa gueule pour le dévorer. Mais pour son malheur, l'annihilateur est plus rapide et réussit à porter plus d'un coup d'affilée. À un certain moment, il réalise que le monstre a crié, en reculant, lui dit de ne pas croire qu'il peut le grignoter si facilement. Soudainement, un compartiment s'ouvre sur le corps de l'ennemi, ce qui laisse le dominateur perplexe. Mais de l'intérieur du compartiment, une griffe acérée sort et se dirige droit sur lui. On voit que ce n'est pas qu'une seule griffe qui est apparue. Inquiet, Okiyomi dit qu'il ne s'attendait pas à ce que son adversaire ait une telle arme dans sa manche. Déterminé, la créature lance toutes ses griffes en même temps. Toujours en l'air, l'homme essaie de s'échapper. Le protagoniste se relance dans le combat et tente de porter un coup, mais le dominateur crie son nom, car l'une des griffes se dirige vers le garçon. Notre garçon ne peut rien faire et finit par être touché de plein fouet. En ressuscitant, il dit que ça fait un mal de chien. Mais grâce à sa compétence, il a réussi à s'approcher très près de l'ennemi. Avec son pouvoir activé, il lui dit de dire adieu à son œil, avant d'enfoncer son épée droit dans l'iris du monstre, qui se débat et le projette au loin. Le garçon commence à tomber en chute libre. Mais avant de toucher le sol, il est sauvé par Kagura. En s'excusant et en suant, l'homme dit que le jeune est mort à cause de lui. Le protagoniste lui dit de ne pas s'inquiéter, car le plus important maintenant est de vaincre l'annihilateur d'acier. Se débattant toujours, le monstre commence à détruire la grotte. Puis, juste après, chargeant de nouveau le duo un peu plus loin, des rayons verts enveloppent le corps de la créature après qu'elle a percuté un bouclier, le protégeant. Yoshito découvre enfin ce qui se passe quand un monstre essaie de forcer le passage dans une zone sûre. Après l'impact, l'annihilateur se ressaisit rapidement et fait de nouveau face au protagoniste qui se demande ce qu'il prépare. Soudain, l'énorme serpent commence à s'enfoncer sous terre. Perplexe, le protagoniste demande s'il essaie d'aller aux étages inférieurs. Même s'il est de notoriété publique que les monstres plus forts restent aux étages supérieurs, le garçon se retourne et dit que si la créature attaque les aventuriers de bas niveau là en bas qui ne sont pas préparés, une tragédie se produira. Kogura est d'accord et ajoute qu'en effet, s'il laisse l'annihilateur sortir d'ici, beaucoup de gens mourront. Yoshito s'approche rapidement du trou laissé par le monstre, puis constate que la créature peut vraiment se déplacer entre les étages. Le dominateur explique alors que normalement, chaque étage a des entrées vers des zones sûres, empêchant les monstres d'atteindre d'autres étages, mais qu'il existe de rares exceptions où les bêtes sont si puissantes qu'elles finissent par pouvoir se déplacer via une certaine méthode, ce qui signifie que l'annihilateur est l'une de ces exceptions. Okiyomi explique que ces êtres sont classés par le département dans une catégorie spéciale, afin d'être exterminés correctement. Surpris, le protagoniste demande « Comment ça, une catégorie spéciale ?» L'homme répond alors que ces monstres sont appelés des erreurs. L'information semble choquer notre garçon. Regardant l'énorme cratère, le dominateur dit que les informations sur les erreurs ne sont partagées qu'entre les aventuriers de haut niveau, choisis par le département, et qu'il est donc préférable pour eux de rentrer, après avoir signalé la situation actuelle, comme ils ne peuvent pas faire grand-chose, le protagoniste acquiesce simplement. Tous deux s'apprêtent à partir, mais soudain, quelqu'un crie, c'est une des filles de tout à l'heure, disant qu'il y a un instant, le jeune homme était mort. Réfléchissant vite, notre garçon se souvient qu'il a fini par laisser le trio voir sa capacité. Nerveux, il tente de trouver une explication et dit qu'en réalité, ce n'était qu'une illusion et qu'il n'est pas vraiment mort. Il conclut juste après qu'il vaut mieux mentir que de traumatiser tout le monde. Une des filles s'approche et dit que, peu importe comment elle le regarde,
cette chose par terre ressemble toujours à du vrai jus de fraise. En sueur froide, le protagoniste dit que son illusion est comme ça, convainquant rapidement le trio. Puis les filles lancent un grand éclair, « Merci beaucoup de nous avoir sauvés ». La scène prend le garçon au dépourvu, il répond qu'il est heureux qu'elle aille toute bien, ce qui fait que les filles tombent encore plus sous son charme. Prenant l'initiative, la fille aux cheveux courts lui demande s'il peut lui donner son numéro de téléphone. Au loin, Yuri dit qu'elle sent que quelque chose de dangereux se produit, tandis que Mana crie qu'elles doivent continuer. Gâchant le moment, Kogura dit que tout le monde a déjà évacué, et qu'il ne reste plus qu'eux. Le protagoniste dit que ce n'est pas grave et qu'il arrive. Regardant la fille, il dit qu'il est temps de partir. Après tout, il est sûr qu'elle ne veut pas se faire à nouveau attraper par le serpent d'acier. En s'approchant, le garçon s'excuse auprès du dompteur pour le retard. L'autre lui dit que ce n'est rien, puis ajoute qu'il a vraiment assuré et qu'il mérite une récompense. Notre garçon répond qu'il n'a pas fait ça pour une récompense, ce qui intrigue l'homme, qui sourit. L'homme dit que de toute façon, il est temps de retourner à la base par le portail de téléportation qui permet de se connecter à un autre point dans la même tour magique. On apprend qu'il y a un portail tous les 5 étages, et qu'ils sont généralement placés dans des zones sûres. Dès que quelqu'un atteint un étage avec portail, il est activé. Takamichi dit qu'ils ont de la chance d'être à un tel étage, car si les autres aventuriers sont attaqués par le serpent, ils ne pourront pas s'échapper. Kagura est d'accord et dit que c'est précisément pour ça qu'ils doivent retourner au département de gestion pour se coordonner avec Fuyun et les autres afin d'éliminer l'anomalie. Quelque temps plus tard, on voit la chef du département les remercier pour leur rapport, puis révéler que plusieurs personnes ont été blessées et tuées aux étages inférieurs de la tour, ce qui a poussé l'association à classer l'annihilateur d'acier comme priorité absolue parmi les erreurs. Une réponse immédiate sera donc apportée, et toute exploration a été suspendue. Se levant, Fuyun conclut en disant qu'elle vaincra personnellement la créature. Le dompteur est d'accord. Après tout, lui et le garçon n'ont pas réussi à résoudre la situation. Il demande alors à la femme d'envoyer un groupe dont il fera partie. N'étant pas mentionné, notre garçon regarde la femme prendre son arme. La chef du département dit à l'homme de ne pas s'inquiéter. Yoshito a l'air très surpris par la scène, puis la femme prévient, tenant un katana plus grand qu'elle, que cette fois, elle y va en personne. Quelque temps après, ils arrivent à la tour magique de Proté et découvrent le Chaos Quest devenu le 8e étage. Fuyun arrive et dit qu'après avoir affronté l'annihilateur d'acier au 25e étage, il est descendu et a attaqué tout le monde, mais qu'il est encore possible de détecter des secousses à cet étage, ce qui signifie que la créature est à proximité. La femme dit qu'elle ne le laissera pas s'échapper. Notre garçon demande si elle n'est pas inquiète que le serpent attaque les gens qui sont partis en avant, et si les aventuriers qui ont fait la reconnaissance n'ont pas été tués. Secouant la tête, la chef du département dit que ceux envoyés dans la tour appartenaient à une unité spécialisée dans la gestion des erreurs. Excité, Kogura dit qu'il était temps que ça arrive, puis ajoute que l'unité des opérations spéciales, sous le commandement de la chef du département des aventuriers de Tokyo, connue sous le nom d'équipe Fleur de Glace, vient d'arriver. Après avoir entendu tous ces noms, le protagoniste dit que c'est même difficile à prononcer. S'approchant, un homme dit que la reconnaissance est terminée, et comme prévu, les secousses continuent à cet étage, ce qui signifie que la cible est quelque part dans les murs. Se retournant, le jeune homme prononce les noms de notre duo favori. Perplexe, le protagoniste demande ce qui se passe. À sa grande surprise, l'homme s'agenouille et les remercie tous les deux pour leur coopération, puis dit que la menace est de première classe, équivalente même à un boss de tour magique. Donc, s'ils peuvent se battre aux côtés du duo, ils pourront aussi minimiser les pertes. Yoshito demande, « Attendez, que voulez-vous dire par perte? Et de quoi le type peut bien être en train de parler ?» Intervenant, Kogura dit qu'ils sont là tous les deux, alors, oui, les pertes. Coupant la parole à l'homme, le protagoniste dit qu'il ne laissera personne mourir. Souriant, le gars du département dit que c'est assez rassurant à entendre. Tout à coup, une secousse frappe, faisant perdre l'équilibre à tout le monde. Effrayé, notre gars sait exactement ce qui se passe, tout comme Fuyunae, qui crie que la secousse vient d'en dessous d'eux. L'annihilateur d'acier jaillit du sol, la gueule déjà ouverte. Criant, le chef d'équipe ordonne à tout le monde de se préparer au combat. Rapidement, les aventuriers se ruent sur le serpent qui réalise qu'il va être attaqué en plein air et sort ses griffes pour se protéger, montrant qu'ils ont du talent. Deux gars réussissent à esquiver l'attaque, mais l'un d'eux regarde sur le côté et réalise qu'il va se faire toucher. En dessous de lui, on voit une paire d'aventuriers attaquer ensemble. Observant de loin, le dominateur dit que les mouvements coordonnés sont l'un des traits spéciaux de l'équipe Fleur de Glace et qu'ils ont tout ce qu'il faut pour abattre des créatures de niveau boss. Le problème, c'est que l'annihilateur semble être à un tout autre niveau, ce qui signifie que l'équipe ne pourra pas tenir longtemps sans faire demi-tour. L'homme demande si Yoshito est prêt car il est temps de tout donner, et le protagoniste accepte sans hésiter. Juste après ça, tous les deux se lancent dans le combat, courant à la vitesse de la lumière. Okyomi décide d'attaquer par le haut tandis que notre gars reste au sol, avec une haine pure dans les yeux. Le dominateur porte son premier coup sous la tête du monstre. Soudain, le protagoniste apparaît et se prépare à porter un coup fatal, mais il est forcé de reculer quand une griffe est lancée sur lui. Déterminé à gagner, l'annihilateur en lance 3 de plus qu'il doit esquiver. Le gars fait des saltos dans les airs,
Mais quand il regarde devant lui, il réalise que la créature est sur le point de s'enfuir à nouveau. C'est alors que Fuyin Enna apparaît et dit que c'est son tour. Takamichi observe la situation la tête en bas, les yeux grands ouverts, pendant que la chef de département réussit à rattraper le monstre qui s'arrête de courir, puis la femme dit qu'elle ne le laissera pas s'échapper. Notre gars dit que c'est incroyable, tandis que son ami dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu leur allié aussi sérieuse. On découvre que l'aventurière a un renforcement corporel et un mouvement incroyablement rapide grâce à la manipulation de la magie, et en plus de ça, une compétence unique appelée nébuleuse de glace. Enthousiaste, l'homme dit au protagoniste de ne pas la quitter des yeux car la fille est vraiment, vraiment rapide. Empoignant son katana, Fuyin passe à l'attaque, laissant le serpent d'acier stupéfait, observant les mouvements de son adversaire. L'aventurière décide de se remettre à courir. L'annihilateur n'arrive même pas à suivre ce qui se passe, tandis que la chef de département en profite pour porter coup sur coup, sautant dans les airs dès qu'elle réalise qu'elle va être frappée. Pour créer une distance de sécurité avec sa compétence nébuleuse de glace activée, elle se remet à courir, et de retour dans les airs, elle prépare un coup fatal. Sentant le danger, le serpent géant se retourne pour se défendre. Mais c'est trop tard, car le katana de la chef de département frappe sa carapace, faisant gicler un liquide jaune partout, la gueule bée. Yoshito demande comment la femme a fait ça, et Kogura explique que sa compétence augmente sa puissance magique, et comme c'est un génie pour ce qui est de contrôler la magie, elle finit par porter des attaques chirurgicales. S'éloignant de la créature, Rito demande à tous les membres de se préparer à procéder à l'extermination de l'erreur de première classe. Saisissant son épée, notre gars dit qu'apparemment, il ne reste plus que lui et l'homme. Brandissant son arme, la chef de département se prépare à attaquer de nouveau, mais l'annihilateur d'acier décide de sortir toutes ses griffes tout en se débattant furieusement et en poussant un rugissement. Le chef de l'équipe Fleur de Glace dit que comme ça, ils ne pourront même pas s'approcher. Le serpent géant continue de bouger de manière frénétique, et Fuyin se dit qu'elle ne peut pas quitter la créature des yeux, donc elle doit décider rapidement quoi faire. Tout à coup, quelque chose passe en trombe juste à côté d'elle. Quand elle réalise que c'est Yoshito, la femme crie, mais le gars décide simplement de l'ignorer. Dans les airs, il se retrouve face aux nombreuses griffes de l'ennemi, et comme prévu, il finit par mourir. Notre gars ressuscite rapidement, comme toujours, et s'accrochant au corps même de la créature, se dit qu'il veut voir combien de temps elle va maintenir cette rébellion, surtout contre lui, puisqu'il reviendra toujours. Le protagoniste se dit qu'il a réussi à s'accrocher d'une manière ou d'une autre, changeant sa position de réapparition, mais maintenant il doit trouver quoi faire ensuite. Les yeux de l'annihilateur deviennent rouges, et il se met à courir à grande vitesse, en criant. Le gars dit au monstre d'attendre, montrant qu'il est surpris par une telle agilité. En sautant, il dit que c'est de la triche. Son corps finit par s'écraser de plein fouet contre le mur, faisant gicler du jus de fraise partout. Mais une fois de plus, il revient à la vie et réussit même à traverser les airs. Remarquant la présence du jeune homme, le serpent lance à nouveau ses griffes, qui, en un clin d'œil, se couvrent de jus de fraise. Ressuscitant pour la 3e fois, Takamichi traite son adversaire de salaud, puis dit qu'il est temps pour lui d'arrêter, montrant qu'il ne reçoit pas d'ordre. L'annihilateur continue d'avancer, se dirigeant vers un trou dans le mur. Désespéré, le protagoniste crie pour que le monstre s'arrête. Avant de pousser un cri d'agonie aux étages supérieurs de la tour, on voit de la poussière tomber du plafond jusqu'à ce que soudain un trou s'ouvre, et le protagoniste tombe à travers, son corps rebondit plusieurs fois sur le sol jusqu'à ce qu'il parvienne à se rétablir. Regardant autour de lui, il demande quel genre d'endroit c'est que ce bordel, réalisant rapidement qu'il n'est pas dans une zone normale. Plissant les yeux, notre gars se dit que ça ne peut être que le nid du serpent, arrêté juste devant lui. La créature se prépare à attaquer, puis lance ses griffes acérées comme des rasoirs. Le protagoniste parvient à esquiver, et les griffes finissent par heurter le sol, et il se dit qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse battre l'annihilateur seul, ce qui signifie qu'il aura besoin du boss et des autres pour augmenter leur puissance d'attaque. Rapide comme l'éclair, le serpent réussit à atteindre le gars, le forçant à sauter pour se défendre. Jetant un coup d'œil en arrière, il repère rapidement le trou par lequel il est arrivé, et de retour sur la terre ferme, il décide qu'il est temps de courir. 3 griffes sont à nouveau lancées sur lui, rendant sa fuite encore plus difficile. Malgré cela, Yoshito ne s'arrête pas de courir, déterminé à atteindre le trou dans le mur, en souriant. Il dit que le serpent est plutôt bon à chat, puis dit que dans ce cas, il devra le feinter après s'être glissé sous les griffes. Le protagoniste regarde en arrière avant d'entrer dans le trou et dit qu'il verra l'annihilateur plus tard. Malgré tous ses efforts, le monstre ne peut pas empêcher le gars de s'enfuir. On retourne au 8e étage où se trouve l'équipe. Tout à coup, Fuyin remarque quelque chose, et en regardant devant elle, elle voit le gars complètement épuisé. Il dit que d'une manière ou d'une autre, il a réussi à revenir, nerveux. Kogura dit que le gamin l'a inquiété, et notre gars s'excuse rapidement et révèle que malgré tout, il a fait des progrès. La chef de département lui dit de commencer à parler, alors le protagoniste dit qu'il a trouvé le nid du serpent d'acier à l'étage supérieur. Donc si tout le monde va l'attaquer là-bas, la situation sera réglée une bonne fois pour toutes. La femme envisage la possibilité et demande si le jeune homme a remarqué des pierres de couleur inhabituelle là-bas. Le protagoniste répond que oui,
car le nid était rempli de pierres de couleurs différentes de celles de la zone minière. Sans trop expliquer, Fionnet dit que maintenant tout s'éclaire, puis révèle que pendant la bataille, l'équipe Fleur de Glace a analysé la structure du serpent d'acier et a fini par découvrir que la créature utilise une source d'énergie pure. Mais tout comme il y a des pierres magiques impures dans la tour, il y en a aussi avec un haut niveau de pureté, qu'elle a supposé se trouver dans des zones inexplorées, une zone que le gars a fini par trouver. La chef de département dit aussi que comme les pierres d'énergie magique ne sont présentes que dans le nid du monstre, même avec le risque de se faire attaquer, il ne quittera pas l'endroit, donc ils doivent se dépêcher et finir le travail. Tout à coup, la femme s'arrête de marcher. Intriguée, le protagoniste demande ce qui s'est passé. Se retournant, elle dit qu'il doit montrer le chemin. Un peu plus tard, Yoshito atteint le nid et trouve le serpent géant faisant un petit O avec sa gueule. En observant, notre gars comprend comment la créature se ravitaille. Une main sort du trou derrière lui. C'est le chef d'équipe qui a l'air d'avoir dû s'employer comme un fou pour grimper, en sueur. Il dit que le gars a bien réussi à grimper un trou aussi escarpé si facilement. Tout à coup, Rito et Kogura apparaissent aussi, sortant tous les deux du trou sans aucune difficulté, ce qui laisse le chef d'équipe sous le choc. S'avançant, la femme dit qu'il est temps de commencer la bataille. Donc tous les membres doivent tout donner et attaquer à pleine puissance. Tout le monde se met à courir immédiatement, visant à détruire la cible. L'annihilateur d'acier remarque rapidement la présence du groupe et se met à rugir furieusement. Okyomi dit alors qu'en tant que roi dompteur, contre quelque chose de ce niveau, il ne peut montrer aucune faiblesse, alors il va donner tout ce qu'il a pour envoyer le serpent valser. Sentant l'homme s'approcher, la créature ouvre sa gueule géante, mais le dompteur n'est pas intimidé, et il porte un coup fatal avec son épée enflammée, provoquant une fissure dans le corps du monstre qui finit par être projeté en l'air. Une énorme détonation se produit lorsque le corps de l'annihilateur s'écrase contre le mur. Souriant, Takamichi se dit que c'était génial, mais soudain, le serpent montre qu'il est toujours en vie, et encore plus en colère que jamais alors qu'il descend du trou dans lequel il a été projeté. Nerveux, le gars se dit qu'il semble que l'attaque n'a pas encore suffi à abattre la créature. Sans hésiter, l'annihilateur tire ses nombreuses griffes vers l'équipe, obligeant tout le monde à réfléchir très vite pour s'échapper. Au milieu du chaos, certains aventuriers se mettent à crier, tandis que Fuyune se concentre sur sa protection. Regardant devant eux, ils réalisent que le combat est loin d'être terminé. Avec leurs épées, deux membres de l'équipe bloquent l'attaque des griffes, criant qu'ils ont déjà battu plein d'insectes, alors le serpent ne va pas les tuer avec ses coups. Hurlant, le protagoniste dit au duo de regarder en l'air, mais c'est trop tard, et une pluie de jus de fraise finit par se produire, laissant le dompteur et la chef de département inquiets. Un autre gars crie après Shima et Imano, et finit par être distrait en levant les yeux. Il réalise qu'il va se faire toucher aussi, et ferme les yeux. Heureusement, notre gars arrive à temps pour protéger l'aventurier, tout en lui disant de ne pas baisser sa garde et de garder ses larmes sur la mort de ses coéquipiers pour plus tard, car s'il finit par mourir, il ne pourra même pas leur rendre un dernier hommage. En regardant ce qu'il reste de ses amis, le type dit que le protagoniste a raison, puis ajoute qu'il doit survivre. Kogura réussit à esquiver une autre attaque et, à côté de Yoshito, dit que l'ennemi bouge beaucoup trop, et qu'ils doivent trouver rapidement comment le toucher. Fuyune décide d'activer sa compétence de nébuleuse de glace, mais en mode expansion extrême, la femme se met à courir, faisant jaillir de la glace de partout, et en s'excusant, dit que si elle avait été plus forte, personne n'aurait été blessé. Confus, le protagoniste interpelle la chef, qui a maintenant les cheveux complètement blancs. Transformé, Uido dit que le combat s'arrête ici. L'annihilateur d'acier ouvre à nouveau son énorme bouche, puis lance ses griffes mortelles, mais Fuyune ne semble avoir peur de rien et fonce, esquivant les bras mécaniques de manière spectaculaire. La femme se retrouve face à l'une des griffes, mais une fois de plus, elle parvient à s'en sortir, en profitant pour utiliser son katana et trancher net l'un des bras du monstre. D'autres griffes foncent rapidement sur elle, la forçant à sauter encore et encore, jusqu'à ce qu'elle leur fasse face à toutes. Utilisant parfois le sol, la chef de département montre qu'elle est imbattable, et avec ses yeux brillants d'un éclat bleu, elle tranche plusieurs griffes à la fois, faisant hurler le serpent. Acculé, l'annihilateur d'acier commence à fuir, puis se retourne pour attaquer avec sa gueule, mais il finit par s'écraser contre un tas de rochers, tandis que la femme dit qu'elle va lui prendre la tête. En prime, le katana de la chef de département devient encore plus grand et se couvre de glace, faisant comprendre au monstre qu'il n'y a désormais plus aucune issue. En tombant, Fuyune lance son coup final, mais le serpent écarquille son œil bleu et réussit à bouger la tête juste à temps, faisant en sorte que la femme ne frappe que le mur, ce qui provoque une énorme et puissante explosion au sol. La chef de département évalue la situation jusqu'à ce que, tout à coup, le corps du serpent la percute dans le dos, l'envoyant violemment voler. La femme s'écrase violemment contre le mur, sous le regard inquiet de Yoshito. On voit que le katana de l'aventurière s'est planté dans le sol. En réfléchissant, notre gars se dit que son épée n'est pas assez tranchante pour couper le corps d'acier du serpent. Mais s'il utilise l'arme de Rito, qui est imprégnée de magie, les choses pourraient être différentes. En se retournant, la créature réalise rapidement que quelque chose approche, et active immédiatement son pouvoir pour reprendre le combat, en sueur froide. Notre gars prend une profonde inspiration, et quand le serpent fonce droit sur lui,
il lui dit qu'il peut le manger. Une fois de plus, son jus de fraise gicle de partout. Réapparaissant ailleurs et saisissant l'arme de la chef, il dit que ce repas va coûter cher à l'ennemi, car même s'il ne peut pas être aussi rapide que la femme, tout ce dont il a besoin pour gagner est un unique coup parfait. Mais pour cela, le protagoniste décide qu'il devra mourir une fois de plus, et après être réapparu, il dit qu'il éviterait normalement ce genre d'approche. Sauf que cette fois-ci, en se suicidant, il peut apparaître juste en face du serpent. On voit son premier coup atteindre l'annihilateur, mais, avec de la haine dans les yeux, Takamichi. Il assène le coup de grâce à l'ennemi près de sa tête, et juste comme ça, le corps du monstre se disloque, tandis que tout le monde regarde, bouche bée, y compris Fuyune, qui est à terre. En atterrissant, notre gars montre ce dont il est capable. En se relevant, les cheveux de la chef de département redeviennent noirs, et dos à lui, elle remercie le protagoniste, disant que, grâce à ça, la mort de ses subordonnés n'aura pas été vaine. Derrière elle, le gars dit qu'il est à sa disposition, mais une notification apparaît, attirant son attention. En lisant le message, il découvre que l'annihilateur était le boss de la tour magique de Proté. Confus, il demande à Rita ce que cela signifie, et elle répond qu'elle a enfin réussi à comprendre. Car avant, elle avait dit que la tour n'avait pas de caractéristiques spéciales, mais maintenant elle réalise qu'elle avait tort. En effet, avec les informations sur les monstres qu'elle a obtenues des rapports, elle a fini par remarquer qu'il y avait des créatures qui pouvaient changer de bras et d'autres qui pouvaient se déguiser en rocher. Comme pour d'autres particularités décrites, une chose que tous les monstres ont en commun est le fait qu'ils cachent tous leur vraie forme, et l'annihilateur d'acier errant dans toute la tour était celui qui cachait le plus sa vraie nature. En regardant la créature, Ishito demande si la chef veut dire que le serpent était le boss de cette tour. La femme répond que oui, puis ajoute que normalement un boss ne quitte pas sa salle au dernier étage. Donc ce qui s'est passé était assez rare. Notre gars dit qu'il comprend, et qu'il a fini par porter le coup de grâce. Intrigué, la femme lui demande s'il ne voulait pas ça en se grattant la tête. Le gars répond que, honnêtement, sans elle, Okyomi et l'équipe Fleur de Glace, il n'y serait pas parvenu, et même s'il a fait le malin plus tôt, des gens sont morts, ce qui signifie qu'au final, il doit devenir beaucoup plus fort. La tour de Proté commence à disparaître. On est transporté au département administratif, où le protagoniste remet, sans hésiter, l'objet qu'il a obtenu à Rito. Curieuse, la femme demande si l'objet a été lâché par la tour. Notre gars répond que oui, puis il remet. Juste après ça, des tas et des tas de pierres magiques. En voyant la pile d'objets, la chef dit que c'est pratiquement du harcèlement. Le gars répond que non, après tout, vaincre le boss était l'accomplissement de tout le monde, donc il n'est pas juste que lui seul reçoive la récompense. Il a donc choisi de remettre la récompense au département administratif, avec l'approbation de Kogura, et Fuyune devrait l'utiliser pour aider d'autres aventuriers. Après la réunion, le duo quitte la pièce et finit par tomber sur Rito, de l'équipe Fleur de Glace. En s'approchant, le jeune homme dit que, pour être honnête, il les attendait, car il a une faveur à leur demander. Allant droit au but, il dit que, comme ils le savent probablement tous les deux, l'exploration de la grande tour démoniaque de Zeus commencera bientôt, à laquelle son équipe participera, et une fois de plus, il en sera le chef. Mais après la dernière opération, il ne veut plus voir ses coéquipiers mourir. Prenant le protagoniste au dépourvu, Rito les supplie de l'entraîner. On apprend qu'un mois s'est écoulé depuis les événements de la défaite de l'annihilateur d'acier, et dans le bâtiment du département, on voit le chef de l'équipe Fleur de Glace halter. Son pouvoir activé, le gars se met à courir, fonçant droit sur Kagura, qui réussit immédiatement à bloquer l'attaque. Les deux commencent un échange de coups intenses, même en étant bloqués encore et encore. Le type aux cheveux noirs n'abandonne pas et attaque de nouveau avec détermination. En regardant en arrière, le dominateur réalise que Yoshito va l'attaquer aussi, et sans aucun effort, il place son épée devant son corps pour arrêter le jeune homme, tout en les renvoyant, lui et le chef d'équipe, voler en arrière. En plein air, le protagoniste ne lâche pas son épée une seule seconde. De même pour l'autre jeune homme. Une main sur la hanche, le dominateur dit qu'ils sont encore bien trop naïfs tous les deux, et qu'ils doivent commencer à se dépasser davantage. On revient un mois plus tôt, au moment où le jeune homme aux cheveux noirs a demandé au duo de l'entraîner. La main sur la tête, notre gars dit qu'il n'est pas assez fort pour ça, car il s'entraîne aussi, ce dont la tour de Proté faisait partie. Le type l'attrape alors par l'épaule. Rito dit, désespéré, que dans ce cas, il aimerait s'entraîner avec lui. Surpris, le protagoniste accepte. Tout en essayant de repousser l'aventurier avec ses mains, Okiyomi dit en souriant que s'il en est ainsi, il les entraînera tous les deux. Comme l'exploration de Zeus n'a pas encore commencé, de retour dans le présent, Yoshito dit que cela fait un mois qu'il s'entraîne tous les jours dans la salle d'entraînement sur le site de la tour magique, mais qu'il ne peut toujours pas compter uniquement sur ses stats pour réussir des techniques de combat. Et même s'il sent qu'il s'est beaucoup amélioré, il n'est toujours pas à la hauteur du dominateur. La sueur coulant sur son visage, il hurle à plein poumon que cet homme est monstrueusement fort alors qu'il fonce sur lui. Esquivant le coup, Kogura dit que malgré tout, le gamin et Fuyune ont été les plus utiles lors de la dernière bataille, ce qui signifie que le facteur de compatibilité entre le challenger et le monstre existe toujours. Donc si le duo peut devenir plus fort,
Ils pourront tenir le front même s'ils sont incompatibles avec la créature. Sur le point d'être attaqué, notre gars pense que même avec lui et Riddle à fond, il n'arrive jamais à ne serait-ce qu'égratigner l'homme, et il se demande comment il est si fort. Le protagoniste réussit à échapper à l'attaque. Mais soudain, le chef de l'équipe Fleur de Glace crie son nom. Comprenant le message, ils foncent tous les deux à nouveau sur le dominateur, optant pour une attaque multidirectionnelle. Le problème, c'est que Okyomi ne plaisante pas et active sa capacité. Il dit qu'il va dominer la zone avec sa chaleur intense. Terrifié, le protagoniste réalise qu'ils sont foutus maintenant. Une énorme explosion de flammes se produit. Assis et adossé au mur, le duo conclut qu'il n'y a aucun moyen. En les regardant, l'homme dit que leur coordination s'est améliorée. Se relevant, Takamichi dit que cela n'a aucune importance s'il n'arrive toujours pas à le battre. Le dominateur dit alors que le but n'est pas de gagner, mais de réussir à canaliser toute leur force dans une tour magique. Rito dit que ça ne rend pas la situation moins frustrante. Ricanant, Kogura leur dit de se dépasser davantage, puis les trois décident de partir. Soudain, quelque chose attire l'attention de notre gars, et il interpelle rapidement ses amis. En regardant l'écran, l'homme dit que le moment est venu. Déterminé, le chef de l'équipe Fleur de Glace serre le poing et dit que cette fois, il protégera ses subordonnés. Quelques jours plus tard, sur le site de test des candidats à l'opération d'attaque sur Zeus, un homme annonce que la vérification des compétences va commencer, et que tout le monde doit former des équipes pour les défier, Fuyun et lui. Après l'explication, le type à lunettes demande aux premières personnes dans la file de s'avancer. Les dévisageant. La chef de département dit que Yoshito lui a parlé d'elle, puis ajoute qu'il est temps pour elles deux de montrer à quel point elles sont devenues fortes. Immédiatement, Yuri et Mana se préparent à combattre. On est transporté à la grande tour magique de Zeus, plus précisément au 60e étage où se trouvent Okyomi et Yoshito. On apprend que l'opération de conquête de la tour a commencé, et que tous ceux qui ont choisi d'y participer sont déjà arrivés. Notre gars dit que beaucoup de gens sont vraiment venus. Comme il l'explique, le dominateur dit que tous les présents sont des aventuriers avec des rôles différents, certains seront en première ligne, et d'autres fourniront un soutien dans la zone sûre, qui sert de point de ralliement. Se retournant, le protagoniste demande où est Rito. En répondant, l'homme dit que l'équipe Fleur de Glace sera envoyée comme principale force de soutien dans la bataille, donc ils ne verront le jeune homme qu'une fois l'opération plus avancée. En plaisantant, le gamin dit que dans ce cas, d'ici là, ils n'ont pas le droit de mourir. Le dominateur répond que c'est facile à dire pour lui, puis ils éclatent de rire tous les deux. De loin, quelqu'un demande ce qui ne va pas avec eux deux, pour qu'ils ne sentent pas la tension dans l'air. Agacé, l'inconnu crie pour attirer l'attention du duo. Puis il dit que s'ils sont venus là pour s'amuser, il ferait mieux de rentrer chez eux. Se retournant, Yoshito et Kogura lancent un regard noir au gamin, le faisant trembler de tous ses membres. Notre garçon laisse échapper un petit rire. Puis lui et l'homme s'approchent et disent que le gamin n'a pas besoin d'être si tendu. Après tout, à partir de maintenant, qu'il le veuille ou non, tout le monde sera jeté la tête la première dans un environnement impitoyable. On apprend que Zeus est une tour magique colossale de plus de 150 étages, et que jusqu'à présent, 59 ont été conquis, et le grand nombre de morts lors de la conquête du 60e étage a forcé le département à organiser une opération de conquête. En réfléchissant, le protagoniste se demande ce qui a bien pu tuer autant de gens. Dans une zone aussi chaude, en sueur, il dit que c'est comme si le soleil était juste au-dessus de sa tête. À côté de lui, le dominateur dit que dès qu'il entre dans la zone de chaleur, c'est comme s'il commençait à subir des dégâts, la magie de soins de groupe étant le seul moyen de continuer. Donc si quelque chose arrive aux aventuriers responsables de cette partie, ils sont fichus. Et puis l'homme frappe dans ses mains pour attirer l'attention de tout le monde, puis il dit à tous qu'il sera nécessaire de travailler en groupe. De cette façon, les responsables des soins devraient se concentrer là-dessus pendant que les autres les protègent. En y réfléchissant, notre garçon s'inquiète de la possibilité de commencer à subir des dégâts à cause de sa capacité d'inversion, une capacité dont il n'a encore parlé à personne, pour ne pas attirer une attention non désirée. Regardant les environs, le gamin se dit que si les dégâts de chaleur sont traités comme un état anormal, tout comme la malédiction de Perséphone. Mais avant qu'il puisse finir sa pensée, un message apparaît, l'avertissant qu'à cause de la vague de chaleur, il subira des dégâts continus. Mais comme le protagoniste l'avait deviné, sa compétence d'inversion s'occupe de tout, et il n'aura même pas besoin de magie de soin. S'approchant, le jeune homme interpelle le dompteur et lui dit qu'il est résistant à la chaleur, alors il va aller de l'avant pour vérifier si c'est sûr. Tout le monde reste bouche bée en regardant le gamin s'éloigner, puis il conclut qu'il n'y a rien à faire. Tout en courant, Yoshito se dit qu'il sait qu'il a forcé les choses, mais il devait le faire pour sauver les apparences. Soudain, quelque chose le percute de plein fouet, le faisant s'écraser face contre terre tandis que son jus de fraise est projeté. Avant de perdre connaissance, notre garçon réalise qu'il est tombé dans une embuscade, et en ressuscitant, il dit que les ennemis sont de vrais tricheurs. Voyant que le jeune homme est de retour, les créatures se préparent à attaquer. Elles se ruent toutes sur lui, poignard à la main. Heureusement, le protagoniste parvient à saisir son épée pour bloquer les coups, forçant les moustiques de l'enfer à reculer. Souriant, il se dit qu'il s'est entraîné pendant un mois entier, donc si c'est un combat loyal, il ne tombera pas facilement. S'approchant, notre garçon lance son premier coup,
mais les monstres s'envolent rapidement vers un autre endroit. Voyant à quoi ressemblent ses adversaires, Takamichi se demande si ce sont des ailes d'ange, puis conclut qu'il devra affronter l'escouade d'assassins sacrés. Inquiet, il se dit que des anges venant de l'enfer, ça ne présage rien de bon, ajoutant en courant que de toute façon, peu importe. Rapidement, le gamin parvient à se rapprocher des créatures et attaque pour se protéger. L'une d'elles sort une arme différente, forçant le protagoniste à secouer violemment la tête pour rester en vie et continuer à respirer. Fixant le monstre, il se dit que si c'était il y a un mois, il serait tombé dans ce piège, mais maintenant, ça ne marchera pas. Voyant que rien ne semble ébranler les ennemis, notre garçon se dit qu'ils sont vraiment coriaces, comme on peut s'y attendre de la part de monstres d'une immense tour magique. Tout à coup, un poignard vole vers lui. Heureusement, il parvient à le dévier, montrant pourquoi ce sont des anges de l'enfer. Les créatures se regroupent, mais cette fois pour s'enfuir. Le protagoniste décide de les poursuivre, mais il réalise rapidement qu'il est attiré plus profondément dans le lieu. Au milieu de la chaleur et des flammes, il se demande où elles sont passées, mais il n'y a aucun bourdonnement, un silence total, pas un mot. Yoshito analyse la situation. Soudain, les monstres tombent du plafond. Les yeux du protagoniste s'écarquillent, choqué, et il saisit à nouveau son épée. Il réussit à reculer d'un bond et à peine sortir sans une égratignure du cou, qui ne frappe que le sol, mais de nulle part, des cristaux jaunes volent vers lui. Et quand il réalise que ce sont des bombes, il est déjà trop tard. Une explosion retentit, le projetant au loin, alors qu'il essaie de rester debout. Notre garçon se demande ce que sont ces pierres magiques explosives, mais avant qu'il puisse obtenir une explication, une autre explosion retentit, le faisant hurler tandis qu'il est projeté. Cette fois, sa tentative de rester debout échoue. Voyant le gamin à terre, les anges se mettent en mouvement et répandent une pluie d'explosifs. Tremblant et en sueur, le protagoniste se dit que c'est une blague, avant d'être frappé de plein fouet par une explosion colossale, qui cette fois le renvoie directement au point de réapparition. Ressuscitant à nouveau, il dit au monstre d'arrêter de se croire tout permis. Après avoir pris un coup, l'une des créatures tombe au sol pour protéger son allié. Les autres lancent des poignards, mais le protagoniste réussit à tous les esquiver, et en échappant à une autre explosion, il se dit qu'il a compris maintenant. Sans hésiter, il porte un coup fatal, mais un autre ange apparaît juste derrière lui, le forçant à se retourner rapidement et à contre-attaquer. Sous l'impact, la créature est projetée au loin. Voyant cela, notre garçon sourit, et en s'approchant, il dit qu'il offrira aussi à son adversaire une mort explosive. Puis il enfonce son épée tandis que des pierres magiques volent de partout. L'ange lève son bras en tremblant de tout son corps. On voit que Takamichi a déjà détalé, et la créature est engloutie par l'explosion qu'elle a elle-même provoquée. Notre garçon observe tout à distance, remarquant en se relevant des marques sur son bras. Surpris, il constate que de légères brûlures guérissent très vite avec l'inversion de la chaleur intense. Soudain, un message apparaît disant que comme le nombre de pierres magiques explosives, la source de la chaleur, a diminué, les dégâts continus causés par la chaleur intense ont été réduits. En regardant les pierres, le protagoniste comprend enfin pourquoi c'est un enfer ici, car les pierres magiques sont concentrées dans cette zone, ce qui signifie que s'il les détruit toutes, la chaleur intense ne sera plus un problème. En courant, notre garçon met son plan à exécution, provoquant une autre énorme explosion qui couvre toute la zone. Pendant ce temps, dans une zone plus sûre, l'équipe évalue la situation. Nerveux, un type crie que ses PV diminuent, et que les autres aventuriers doivent se dépêcher avec la magie de soin. Effrayé, une fille aux cheveux roses active son bâton, restaurant la santé de tout le monde. Le problème est que le processus l'épuise. Soudain, le type se remet à crier, lui demandant pourquoi elle se repose. Alors qu'il exige qu'elle lance un autre soin, puisque leurs vies sont entre ses mains, quelqu'un l'attrape par l'épaule. Se penchant, Kagura lui demande s'il ne pense pas qu'il la pousse trop à bout, puis il pense que la situation est mauvaise, car les attaques du monstre sont brutales, ce qui fait chuter la vitalité de tout le monde au fil du temps, et ils ne peuvent rien faire qui puisse l'aggraver. Des yeux rouges apparaissent derrière l'aventurière avec le pouvoir de guérison. Le dompteur se retourne en entendant un cri, effrayé. Les autres aventuriers disent qu'un monstre a abattu la soigneuse. Une fille s'approche et dit qu'elle va la soigner, mais une main attrape ses vêtements. Le type agaçant apparaît et lui dit de laisser la fille mourir. Car au lieu de gaspiller des soins sur elle, elle doit soigner les autres. Soudain, quelque chose commence à descendre d'en haut. C'est l'un des anges de l'enfer qui observe le duo. Heureusement pour eux, le dompteur arrive et s'occupe de la menace. Mais le problème, c'est que la créature n'était pas seule. Voyant des monstres se diriger vers le groupe, il réalise qu'il en a laissé passer quelques-uns. Le chaos éclate rapidement avec des gens qui courent et crient dans sa tête. L'homme se dit que tout le monde est déjà à sa limite, et si ça continue, tout sera perdu. Soudain, Yoshito apparaît et dit qu'apparemment, il a pris la bonne décision en détruisant les pierres explosives. Le dompteur crie le nom du jeune homme. Voyant le protagoniste, l'aventurier agaçant lui demande s'il est revenu pour de la magie de soin, ajoutant qu'un type inutile comme lui, qui fonce devant, ne fera qu'empirer les choses. Ces mots font sourire notre garçon, puis il dit qu'en fait, il n'est pas inutile, puisqu'il a détruit toutes les sources de chaleur, ce qui soulagera la souffrance de tout le monde. En quelques secondes après un compte à rebours, tout le monde réalise que l'atmosphère a changé.
En combattant, Kogura dit que le jeune homme a d'abord foncé dans une zone de chaleur intense puis est revenu pour s'en débarrasser, ce qui signifie qu'on ne s'ennuie jamais avec lui. Se retournant, le protagoniste demande à l'aventurier qu'il a insulté qui est l'inutile. Maintenant, toujours agacé, le jeune homme dit merci à voix basse. Le dompteur dit alors que grâce à lui, les autres ont réussi à se calmer, ce qui les aidera beaucoup à avancer. Le duo se fait un petit check du point pour célébrer. On apprend que la zone de chaleur intense couvrait les étages 61 à 64, et que Takamichi a pris les devants et a détruit toutes les pierres qu'il a pu. Grâce à cela, il n'y a eu aucune victime en première ligne, et le groupe progresse sans encombre à travers les étages. Ailleurs, éclairé par des torchets et avec des fissures dans le sol, un ange de l'enfer tire une chaîne. Tandis que d'autres observent la situation, quelque chose semble soudain sortir du sol, une créature qui est un mélange de serpent et de dragon volant à 3 têtes. Ailleurs dans la tour, Okyomi annonce à tout le monde qu'ils viennent d'arriver au 65e étage. Soudain, quelque chose attire l'attention du protagoniste. Il se retourne et dit qu'un portail de téléportation a également été activé. À côté de lui, l'homme dit que cela facilitera les allers-retours entre les étages inférieurs. Mais avant toute chose, ils doivent laisser tout le monde se reposer dans la zone sur à l'étage inférieur. Complètement épuisé, l'aventurier agaçant demande comment le duo a encore de l'énergie après tout ça. En réfléchissant, notre garçon suppose que c'est parce qu'il a été entraîné par le dompteur, et il noie le poisson. Il dit qu'il s'est entraîné dur jusqu'à récemment, mais le plus important est qu'ils peuvent se reposer là, pendant que lui et l'homme explorent les environs. Voyant que le type s'apprêtait à protester, le protagoniste dit qu'il n'a pas à s'inquiéter de leur force de combat, car à partir de ce moment, ils auront le soutien du groupe Fleur de Glace. Ryuto arrive et dit qu'ils se sont enfin retrouvés, ajoutant que les monstres laissés derrière ont été vaincus par son équipe, et que les gens en soutien à l'arrière ont commencé à rassembler des ressources, donc ils ont un peu de temps libre. Regardant notre garçon, le jeune homme dit qu'il est arrivé juste à temps, saluant l'aventurier. Le personnage principal le remercie pour son aide, tandis que les autres se sentent soulagés. Quelque temps plus tard, on voit l'équipe Explorer. Kogura commente alors qu'apparemment il n'y a pas de vague de chaleur à cet étage. En se retournant, Yoshito demande s'il sera plus facile d'avancer. Mais le chef de l'équipe Fleur de Glace dit que ce n'est pas forcément le cas, car d'après son expérience, il y a des étages où la situation change radicalement, et les salles de boss intermédiaires sont partout dans cette tour, ce qui serait un problème si ce n'était pas immense. En voyant la posture du protagoniste, Rito est confus. Notre garçon dit alors que cette fois, il doit vraiment protéger ses subordonnés. Intrigué, le jeune homme lui demande pourquoi il a dit ça, découvrant rapidement que c'est parce qu'ils viennent d'arriver dans une salle de boss. Après avoir ouvert les portes, l'équipe commence à entrer dans la salle, voyant que tout est noir devant eux. Le protagoniste dit que sérieusement, ces salauds ne leur laissent jamais de répit. Soudain, des yeux rouges apparaissent, et la créature à 3 têtes montre qui est le maître des lieux. Son nom est Elydre Anéantisseuse. En criant, le chef d'équipe dit à ses compagnons de se préparer au combat, pour empêcher la créature de décider du déroulement de l'affrontement. Le monstre charge le groupe, chaque tête allant dans une direction différente. Intrigué, notre garçon se demande pourquoi Elydre est enchaîné, puis dit que quelque chose cloche et que Rito ne devrait pas baisser sa garde. Rapidement, l'équipe parvient à maîtriser les 3 têtes de la créature, qui finissent par être tirées avec les chaînes. Le garçon aux cheveux noirs prend une profonde inspiration, l'air soulagé, mais soudain, le monstre se met à bouger, et de nouvelles têtes apparaissent instantanément. Bouche bée, le protagoniste dit que Elydre a une capacité de régénération, et maintenant qu'elle a brisé les chaînes, elle est enfin complètement libre de faire ce qu'elle veut. Étendant sa griffe, le monstre s'apprête à attraper Rito en premier. Inquiet, Takamichi crie pour l'interpeller, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, après tout, ils ont suivi le même entraînement. Après avoir été bloqué, la créature cherche d'autres cibles. Tandis que le chef de l'équipe Fleur de Glace dit qu'il ne va pas mourir sans rien faire, l'hydre s'apprête à attaquer d'autres membres du groupe mais il l'arrête en accourant et en disant qu'il ne laissera pas ses subordonnés mourir non plus. Car il y a une chose que le monstre ignore, c'est que tous les présents ont subi un entraînement brutal et relevé d'innombrables défis. Soudain, une sphère d'énergie commence à se former dans la gueule de la créature, mais tout le monde parvient à esquiver l'attaque. Et en plein vol, Rito dit que son équipe n'a pas de poids mort. Tous les 4 se préparent à attaquer de manière coordonnée, et ils frappent tous avec leurs épées en un point précis. Observant la bataille, Yoshito dit que les mouvements de l'équipe sont vraiment plus coordonnés maintenant. À ses côtés, Kogura est d'accord et dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour le groupe, et qu'ils devraient simplement se joindre à l'attaque. En courant, le protagoniste dit que Elydre régénère les têtes coupées, mais que les autres blessures ne guérissent pas, ce qui signifie qu'il devrait se concentrer sur d'autres parties que la tête. En désaccord, le dompteur dit que le corps de la créature est bien trop grand, et que même s'il inflige des dégâts en surface, ils ne pourront rien faire de fatal. Donc, ils doivent d'abord comprendre pourquoi les têtes se régénèrent, et cela n'arrivera que si une autre tête est coupée. Alors qu'il balance sa grande épée, l'homme semble avoir compris la situation et crie à l'autre d'utiliser l'analyse magique. Rapidement, notre garçon obéit et active sa compétence, puis conclut que dans la tête qui a été coupée, il y a un énorme flux magique, expliquant. Il dit qu'il y a un noyau magique connecté à chaque coup,
C'est pourquoi la créature se régénère si vite, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Fonçant avec son allié, notre garçon dit qu'il est temps de détruire les noyaux. Lorsqu'elle est attaquée, Elydre rugit férocement et décide de commencer à utiliser ses ailes, soulevant une rafale qui oblige Takamichi à se protéger les yeux. Tout le monde regarde la créature décoller jusqu'à ce que soudain, des sphères d'énergie sortent à nouveau de sa gueule et soient tirées vers l'équipe. Au milieu du chaos, le garçon et le dompteur essaient de ne pas se faire toucher. De nulle part, un morceau de chaîne apparaît dans les airs et manque de frapper notre garçon. En réfléchissant, il dit qu'il semble y avoir un sceau sur le collier. L'homme demande ce qui s'est passé. Se retournant, le protagoniste dit que le collier a attiré son attention. Kogura dit qu'il a vu les sceaux, et ajoute que c'est probablement ce qui scelle les attaques de chaque tête. Toujours intrigué, Yoshito se demande pourquoi l'un des colliers a un sceau d'une couleur différente, et pourquoi le sceau rouge émet plus de magie que les autres. Notre garçon conclut rapidement que l'une des têtes est plus forte que les autres, ce qui signifie qu'il y a une tête qui n'a pas encore attaqué. N'est-ce pas? Celle du milieu. Et si le collier avec le sceau rouge est le sien, les choses vont se compliquer. Observant Elydre dans les airs, il réalise qu'elle se prépare pour une autre attaque, et qu'elle viendra certainement de la tête qui n'a pas encore été utilisée. Une énorme boule de feu est lancée vers l'équipe, et quand elle touche le sol, elle libère des éclairs noirs. En criant, Okyomi dit que tout le monde doit esquiver immédiatement. Obéissant, le groupe saute dans les airs. Inquiet, le protagoniste pense que l'électricité s'est propagée dans toute la salle, et qu'il n'y a nulle part où fuir. Tout à coup, Rito crie de nulle part, disant que l'énergie ne s'estompe pas, et quand les membres de l'équipe posent le pied au sol, ils finissent par être électrocutés. Nerveux, notre garçon dit qu'il a enfin compris quel était le plan de la créature. Même en se faisant électrocuter, le dompteur reste stable. Mais c'est alors au tour du gamin de poser le pied par terre, et contrairement à l'homme, il se met à crier. Réalisant juste après que, même si ça a fait mal, le coup n'était pas suffisant pour le tuer, ce qui signifie que les autres devraient aller bien. Mais quand il se retourne, il découvre que ce n'est pas vraiment le cas, ne comprenant rien. Takamichi demande ce qui s'est passé. Un message apparaît, avertissant qu'en état de paralysie, la cible deviendra complètement incapable d'agir, mais grâce à sa capacité d'inversion, rien ne s'est produit. En regardant le dompteur, le gamin pense que c'était totalement imprévu, et pour ne rien arranger, il va maintenant devoir affronter Elydre seul. Le monstre se verrouille sur le jeune homme sans hésiter. Puis il tire plusieurs sphères d'énergie. En courant, notre garçon se demande ce qu'il va faire. Car en plus de ne pas pouvoir achever la créature, si elle vise le reste de l'équipe avec ses attaques, tout le monde va y passer d'un seul coup. Perdu dans ses pensées. Il ne remarque pas quand le monstre s'approche, et il finit par être projeté au loin par l'une de ses ailes, s'écrasant contre le mur. Le protagoniste se dit qu'il a suffi qu'il y pense pour que le monstre le fasse, mais il ne le permettra pas. Une sphère d'énergie est lancée vers les membres paralysés, mais le protagoniste s'interpose et encaisse le pire, puis ressuscite juste devant l'une des têtes de l'ennemi, qui, sans hésiter, lui assène un autre coup. Une fois de plus, Yoshito meurt et ressuscite, voyant une autre attaque arriver. Il se dit qu'il ne pourra pas arrêter les deux têtes, tandis que la créature le fixe de ses yeux rouges. Soudain, Mana apparaît et dit qu'elle s'occupe de la tête de droite, tandis que Yuri prendra celle de gauche. Un peu plus loin, la jeune femme acquiesce. Le protagoniste regarde derrière lui, surpris, vers la porte. La challengeuse aux cheveux sombres prépare son attaque et dit à son ami qu'il peut compter sur elle, montrant qu'elle est plus forte que jamais. Mana se lance dans les airs, tourbillonnant sans arrêt, et quand elle est assez proche, elle dégaine ses deux épées, ses yeux fixés sur le cou de Elydre. Ainsi, avec plusieurs frappes rapides et consécutives, elle fait sa part du travail. Suite à l'attaque, la créature tire une sphère d'énergie, qui finit par heurter le plafond. Mais notre garçon réalise que quelque chose cloche. En regardant une autre sphère, il se dit qu'il ne pourra pas arrêter l'attaque cette fois-ci. Yuri lui dit de ne pas s'inquiéter car elle interceptera le coup. Utilisant le bâton qu'elle a reçu, elle lance une boule d'eau qui entre en collision avec la sphère d'énergie de Elydre, provoquant une énorme explosion dans des tons de bleu. Une partie des flammes frappe la créature, qui n'a plus que deux têtes. En s'approchant, les deux challengeuses demandent à Takamichi ce qu'il pense du fait qu'elle soit devenue plus forte. Confus, le protagoniste demande pourquoi elles sont là. La jeune fille blonde explique qu'elles se sont toutes deux portées volontaires pour l'équipe d'assaut et ont obtenu la permission de Fuyun de le rejoindre. Donc cette fois, elles ne seront plus un fardeau pour le jeune homme. En entendant cela, notre garçon commence à avoir des flashbacks du temps où il formait une équipe et où les filles ont décidé de partir, mais elles avaient promis de revenir et elles disaient vraiment la vérité. Un sourire se dessine sur son visage avant qu'il ne dise qu'il voit bien qu'elles sont plus fortes, et que c'est donc à eux trois d'anéantir Elydre. Révélant ce qu'il sait déjà, le protagoniste dit que pour empêcher les têtes de se régénérer, ils devront détruire le noyau magique à l'intérieur de son corps. Mais avant tout, Yuri doit utiliser sa détection magique pour le localiser. En quelques secondes, la jeune femme dit qu'elle l'a trouvé. Notre garçon dit qu'ils devront percer le noyau avec de la magie et lui demande si elle peut le faire. Déterminée, la challengeuse dit qu'il peut compter sur elle, puis active son bâton. Tout en gardant sa compétence de détection active, sans hésiter, Yuri lance son attaque, se dirigeant droit vers le cou du monstre,
mais il ne peut pas se défendre à temps, et un trou apparaît là où se trouvait le noyau. Excité, Yoshito dit que maintenant, cette tête ne peut plus se régénérer. Tout à coup, la créature s'envole à nouveau, réalisant rapidement ce qui se passe. Le protagoniste dit qu'elle prévoit de les paralyser, donc ils doivent contre-attaquer pendant qu'il est encore temps. Le garçon et Mana chargent la bête de toute leur force et, ensemble, ils se préparent à porter un coup coordonné. Ils visent tous les deux dans des directions différentes, forçant la créature à lancer la sphère sur le protagoniste juste en face d'elle. En bas, la brune audacieuse crie pour son allié. Dans les airs, notre garçon se dit que Elydre est plus intelligente qu'il ne le pensait, puisqu'elle a réussi à préparer une autre attaque en lançant un sort. Yuri dit que ce n'est pas grave, car elle sera plus rapide. Un autre des noyaux du monstre est projeté au loin. La créature finit par crier, à bout de force, tombe au sol. Mais montrant que ce n'est pas encore fini, elle tire une autre sphère d'énergie, se dirigeant droit sur la fille maniant le bâton. Sentant quelque chose approcher, ses yeux s'écarquillent tandis que ses amis se mettent à crier. De nulle part, Rito apparaît et dit qu'au moment où il a réussi à se remettre de la paralysie, il va se faire toucher à nouveau, mais qu'au moins cette fois, il pourra protéger ses alliés. Nerveux, le protagoniste l'interpelle et lui demande de ne pas faire ça. Prenant une profonde inspiration, le chef de l'équipe de glace se met à sourire et juste avant de se faire frapper de plein fouet, il dit que c'est son souhait. Tout le monde regarde, bouche bée. Alors que le corps du type est projeté par l'explosion, on voit qu'apparemment, Ritojo n'est plus de ce monde. Atteignant l'autre bout de la salle, il percute un mur, et quand la poussière retombe, on découvre que le jeune homme a de nombreuses blessures. Avec 2 cœurs en moins, l'hydre pousse un rugissement. Furieux, Yoshito maudit la créature. Mais soudain, Kagura apparaît. L'homme s'appuie sur sa propre épée, essayant de rester debout. En sueur froide, il s'excuse auprès du protagoniste, se disant que notre gars dit que l'équipe de glace a aussi commencé à se relever, ce qui signifie que le sacrifice de Ritojo n'a pas été vain. Se tournant vers l'avant, il prévient le dompteur qu'il va couper la tête de la créature et lui demande si l'homme peut l'aider. Prenant une profonde inspiration, Okyomi lève son épée et dit qu'il n'a pas besoin qu'on le lui demande 2 fois. Les deux se précipitent sur la bête, qui les dévisage de front. Rétabli, l'hydre décide de charger une autre sphère d'énergie et la lance sur le duo pour se protéger, mais elle n'avait pas compté sur la rapidité de Yuri qui intercepte son attaque avec sa magie. La jeune fille reste sur ses gardes pour voir ce qui va se passer. Une fois de plus, le monstre se met à rugir et décide de battre des ailes pour s'enfuir, mais Mana apparaît dans les airs, déterminée à en finir. Avec son pouvoir activé, la jeune fille porte un coup au torse de l'ennemi avant de sauter pour prendre de la distance. Avec cette attaque, l'hydre s'effondre enfin au sol, et c'est maintenant au tour de Kogura de jouer son rôle. S'approchant suffisamment, l'homme prive la créature d'une tête, qui entame rapidement le processus de régénération, déterminé à ne pas laisser faire. Yoshito se prépare à porter le coup de grâce, disant qu'il ne laissera pas le monstre se relever. Son épée finit par frapper le dernier cœur restant, mais non satisfait, il décide d'y mettre un peu plus de force. Ailleurs, quelqu'un dit que la vie de son serviteur bien-aimé a été prise. C'est une femme aux longs cheveux blonds et aux yeux brillants, puis elle demande qui a fait ça. De retour sur le champ de bataille, tout le monde se rassemble autour de Rido qui tient le type dans ses bras. Notre gars l'appelle, et celui-ci, à la surprise générale, ouvre les yeux en demandant au jeune homme de ne pas faire cette sale tête. Après tout, il était prêt à mourir, mais heureusement, il est toujours en vie, et il a juste besoin de soins et d'un peu de repos pour pouvoir se battre à nouveau aux côtés de Yoshito. En l'entendant parler, le protagoniste fond en larmes. Mais soudain, le chef de l'équipe Fleur de Glace semble s'arrêter de respirer, ce qui fait paniquer notre gars. Loin de là, la femme mystérieuse dit que cette présence est la résurrection infinie, et levant les yeux au ciel en tendant les mains, elle dit qu'elle pourra enfin le revoir.